Dans le podcast de cette semaine, on va parler des évolutions du secteur ludique en 2024 avec Michel Dufrane. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve en compagnie de quelqu'un que vous avez déjà entendu dans ce podcast, mais nous ne sommes pas à l'hôtel, nous ne sommes pas au petit déjeuner, on va pas parler vraiment de jeux, mais je suis avec Michel Dufrane. Salut Michel. Salut Paul Gara, bonjour à toutes, bonjour à tous, et c'est difficile de ta part quand même d'affirmer qu'on n'est pas à l'hôtel. Tu ne sais pas où je suis puisqu'on est à distance. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être suis-je à l'hôtel. On n'est pas en train de prendre notre petit déjeuner ensemble cette fois-ci. De fait, et c'est fort triste. C'est fort triste. J'adore te voir tremper ta baguette beurrée dans ta tasse de café. C'est un truc que je ne ferai jamais, je trouve ça horrible. Non, désolé. Et là, on se retrouve, mais on va pas parler de jeux, et on va pas non plus, je vous promets, parler d'hygiène corporelle, même si j'étais hyper tentée qu'on lance un format spécial type savonnette et déodorant. Mais non, ça va pas être le sujet. Tu sais que maintenant, t'es devenu mon point de référence en la matière. Hein. J'espère bien, et c'est comme ça que tu m'as attiré dans le podcast. Tu m'as dit, on parlera pas de jeu, peut-être on parlera d'hygiène corporelle. Alors j'étais super heureux, mais voilà, non. Déjà une déception. Maintenant, quand je vais en festival, j'ai toujours une pensée pour toi. Oh, c'est bien. Merci. Bon, écoute, on va faire un peu une sorte de rétrospective de l'année 2024. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Peut-être. Mais pas tant sur les jeux que sur les événements marquants, comme on dit, les faits marquants de l'année 2024. Et je vais utiliser tes compétences en matière de business, jeux de société. Chers amis, vous pouvez encore zapper ce podcast et aller écouter l'épisode précédent. Ah là, tu vends du rêve, toi. C'est vraiment une façon de... Bienvenue dans un podcast chiant. Nous n'allons pas parler de jeux, mais de faits marquants. Et encore, de faits économiques seulement. La place de la TVA dans la société contemporaine à l'heure où l'Union européenne... Non mais ça va. Ouais, voilà. Non, alors c'est vrai qu'en plus, on aurait pu parler de TVA. Ah oui, on aurait pu, mais on a évité quand même. On a évité parce que là, j'ai senti que tout le monde allait m'en vouloir, en fait. Ou alors, il faut un podcast spécial TVA. Et là, ça pourrait être très, très intéressant. Mais ouais. Faudra s'accrocher, mais en expliquant précisément pourquoi la TVA est vraiment quelque chose de très injuste. Oui. Je tiens à le signaler, le gouvernement belge aujourd'hui négocie la hausse de la TVA sur le livre, ce qui va être une grande catastrophe dans le monde de l'édition et qui va probablement tuer les libraires. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Mais oui, tu sais que parfois je me dis que un jour je ferai un podcast sur la fiscalité. Ah, mais je pense que ça peut être très intéressant pour 35 personnes, mais ça permet de comprendre quand même le monde, ce qui est quand même pas plus mal. À cette époque, on aime bien ne pas le comprendre et s'arc-bouter sur des certitudes. Mais par contre, il faudra être super pédago parce que dans le genre hyper chiant et technique, si t'as pas les bases... C'est comme. Et c'est un peu ce qui est dommage, c'est que souvent la fiscalité c'est vu comme une matière très technique, et c'est vrai parce que la traduction des règles fiscales elle est technique, mais en réalité elles ne font que traduire une volonté politique, et c'est aussi ça qui est intéressant à discuter, c'est de voir ce que derrière la norme fiscale veut un gouvernement en fait quand il la met en place, quoi. La fiscalité politique. On vous avait prévenu, hein. Ça c'est vraiment le podcast youpi aujourd'hui. Hein. Et donc ton top 3 de Noël, Paul Gara, c'est quoi? Alors ma reco de Noël, c'est un petit imprimé Cerfa sous le sapin. Non, les particuliers n'ont pas grand-chose à faire, mais pour les entreprises qui clôturent au 31 décembre, on pense à elles, voilà. Non, on va parler un peu de sujets divers et variés que j'ai choisis, j'avoue. Je te les ai un peu imposés. Non, tu m'en as proposé un quand même. Ah oui, mais il est pas dans la liste, alors c'est ça. Non. Si, il est dans la liste, dis donc. Comme si j'étais aussi autoritaire que ça. Non, écoute, et je les ai un peu classés, je crois, par ordre plus ou moins chronologique. Tu sais, on va pas faire mois par mois, mais voilà, on va essayer un peu de faire ça. Le premier sujet dont je me suis dit qu'on pouvait parler, c'était la campagne de financement participatif de Altered, donc qui est un jeu de cartes à collectionner. Qui a commencé fin janvier de mémoire, fin janvier 2024, et qui, je pense qu'on peut dire, a cartonné. Ils ont eu 14 997 contributeurs et contributrices pour 6 213 305 € qui ont été récoltés. Et le jeu a été livré aux backers, je pense, en juillet, donc dans le délai qui était prévu.
Et puis, il est désormais en boutique. Et en fait, j'ai proposé ce sujet-là parce que, tu vois, je voulais qu'on revienne un peu sur le retour, enfin, le fait qu'en ce moment, il y a vraiment une énorme hype autour des jeux de cartes à collectionner. Il y a eu l'Orcana, Altered, on a aussi Star Wars, le jeu de cartes. On a toujours ceux qui existent depuis longtemps, comme Magic, Pokémon, etc. Et voilà, je sais pas, je pense que l'idée, c'était un peu de parler de ça, du fait que ça cartonne autant. Est-ce que c'est parce qu'on pouvait se dire que plein de jeux qui sortaient en même temps, ça allait se faire de la concurrence et que ça fonctionne. Il y en a peut-être qui n'arriveraient pas à sortir leur épingle du jeu. Et j'ai l'impression plutôt que tout le monde, que tous ceux qui proposent ces jeux en ce moment, au contraire, s'en sortent très bien, quoi. Alors, sur les chiffres, je pense que c'est le KS annonce plus de 6 millions. Ouais. J'ai entendu des rumeurs, donc de nouveau, c'est un peu au doigt mouillé, comme quoi, dans les différentes formes de financement, ils étaient quand même montés à plus de 10 millions. Donc, en soi, c'est une campagne assez exceptionnelle. C'est pas le premier TCG à monter sur du KS, mais je pense que c'est celui qui a en tout cas le plus marqué les esprits, le plus cartonné. Je me pose toujours une petite question qui est ce rapport à l'international. Donc, je sais pas si on a des chiffres, mais j'ai quand même l'impression qu'Altered, c'est très franco-franchouillard, avec une com très Régis Bonsey, c'est le meilleur ami de tout le monde. Enfin, je le connais pas, mais le gars a l'air très sympa. Il est adorable. Il a vraiment pris son bâton de pèlerin. Il a fait la tournée des popotes. On le voyait partout en interview. Il a même été interviewé par moi-même. Ah, mais oui. En août de l'année dernière, vous voyez comme vraiment on était à la pointe. Ce qui m'a toujours étonné aussi, c'est qu'il y a eu une très très forte communication, non pas sur le jeu lui-même, mais sur les à côté du jeu. Donc le fait qu'il y ait une appli, le fameux flashcode, Ouais, le fait exactement. de pouvoir générer un marché tout en gardant ses cartes mais en les revendant, ce genre de choses. Ce qui est assez étonnant pour l'instant, je trouve, c'est d'habitude quand il y a un lancement de TCG un peu solide, il y a ce qu'on appelle du jeu organisé, donc des gros tournois, Là, j'ai vu que ça commençait, les tournois commencent. Oui, mais j'ai trouvé que ça commençait un peu tard. Ah ouais. Je suis étonné et je suis étonné. J'ai plus l'impression qu'ils misent sur la proximité, donc avec des boutiques, certains spots, certaines boutiques assez dynamiques. Mais si on compare à l'Orcana ou à Star Wars, il y a eu moins de gros tournois. Voilà. Alors le jeu lui-même, alors oui, c'est un TCG parce qu'on collectionne les cartes, mais enfin le feeling est pas celui d'un TCG, donc c'est peut-être pas le même public, je sais pas. Je sais que pour la Belgique, c'est toujours très étrange parce que on est le parent pauvre de la France dans ce système-là, donc j'ai l'impression que les seuls joueurs que je connaisse sont ceux qui sont passés par le Kickstarter, parce que pour les boutiques, ça a l'air d'être assez compliqué. La campagne Kickstarter elle-même était très intéressante, je trouve, dans la création des paliers, dans la façon de faire mousser les choses, en dévoilant et vous aurez un booster en plus si vous participez, et vous aurez des cartes uniques, et ceci et cela. On sait que dans les financements participatifs, la gestion des stretch goals, le moment où on annonce les choses, ça a énormément d'importance et que c'est un vrai métier d'animer une campagne Kickstarter faite. Justement, c'est là que je trouve que la campagne, au-delà des montants, la campagne, je la trouve très intéressante et je trouve que c'est un vrai cas d'école dans cette façon de gérer où effectivement, ils ont cette fameuse courbe Nike où en amont, ils ont préparé le terrain. Au moment du lancement, ça monte à une vitesse incroyable, donc ils savent que ça va durer. Et puis, ils ont tenu la longueur en annonçant du stretch goal et autres. Après, j'ai trouvé que le ticket d'entrée était quand même très cher, donc que ça s'adressait franchement à des joueurs. De mémoire, dans les paliers, il y avait un palier qui était vraiment pas élevé. Premier palier était à 25-30 €, un truc comme ça, mais t'avais vraiment pas grand-chose. Et après, tu passais tout de suite. Et après, tu passais tout de suite à 150 €. Voilà, en fait. C'est ça. Et tu voyais quand même. Alors, je serais pas étonné que dans la gestion de la campagne, ce soit aussi un calcul pour que les gens retournent au portefeuille, mais en disant, bon, je rentre dans la campagne en prenant 25 ou
ou 100 balles, enfin les starters là ou je sais pas quoi, un peu tirés au hasard, et puis comme ça monte, que ça devient intéressant, qu'on a quand même Qu'il y a un effet de hype. voilà, qu'il y a la hype, mais qu'il y a des stretch goals auxquels j'ai pas accès, mais si soudainement je rajoute 100 balles, je vais y avoir accès, et ainsi de suite. Mais globalement, si tu regardes, je pense que le ticket d'entrée, il était quasi à 500 balles. Enfin, si tu voulais avoir une capacité de jeu derrière importante, voilà. Donc bon, mais j'ai toujours beaucoup de problèmes avec les campagnes de type KS bien orchestrées. Voilà, je trouve, moi ça me gêne un peu. C'est un modèle boursier qui me gêne un peu. Mais ici, je trouve qu'elle a été très bien montée. Je pense aussi qu'elle a eu un impact réel sur un mauvais démarrage, par contre, du Star Wars TCG, qui arrive au même moment. Et en tout cas, alors je sais pas, de nouveau mondialement, mais c'est l'impression que j'ai dans l'espace francophone, c'est que ce TCG-là, qui est très accessible quand même, mine de rien, à un public plus large que juste les gros gamers TCG. Altered ? Non, Star Wars. Star Wars. Ouais, le Star Wars TCG a moins bien démarré. T'as l'impression qu'il a été éclipsé un peu et a un peu été effacé. Ouais, a été un peu éclipsé dans la hype, ce que je comprends, parce que si en février t'as 500 balles à mettre. Ouais. J'ai l'impression que ça s'est quand même un peu transformé. Moi, j'ai l'impression de voir quand même pas mal maintenant de personnes qui se sont mises à Star Wars. Oui, mais maintenant. Ouais, voilà, un peu après coup. J'ai l'impression que ça a créé de la distance, l'arrivée avec... Et il y a déjà un deuxième set qui est sorti de mémoire, enfin je ne sais plus, là il faudrait voir avec les spécialistes. En fait, tu vois, quand l'Orcana a été annoncé, puis on savait qu'Altered allait arriver, on savait qu'il y avait Star Wars qui arrivait, beaucoup de gens se sont dit, mais alors comment vont faire les joueurs et joueuses ? Il va falloir faire des choix. Et moi, je suis intimement persuadée que c'est faux, enfin qu'au contraire, les uns se tirent les autres, en fait. Qu'il y a une sorte d'émulation, de hype générale sur les TCG. Actuellement, comme s'il y avait un effet d'aspiration. Je dis pas que ça va durer, hein, mais qu'il y a eu un effet d'aspiration parce que tous ces jeux-là ont permis à des personnes qui avaient loupé le coche des grands TCG précédents. Parce que aujourd'hui, si tu te dis, je vais me mettre au TCG, je vais me mettre à Magic, mais en fait, tu sais qu'il y a plus de 30 ans d'histoire du jeu derrière. Et ça peut être... Tu peux avoir l'impression de ne jamais réussir à rentrer dans ce monde-là, parce que il y a déjà des très fortes communautés, etc. Et en plus, on sait que la communauté Magic, elle a pas forcément une super réputation en termes d'esprit, hein. Enfin, voilà, hein, très compétitive, pas toujours... je pense que d'ailleurs, ils essayent un peu aussi de changer ça. Et je pense que ça a été le moyen de proposer à des personnes qui ne seraient jamais rentrées dans le TCG, d'entrer dans le TCG parce que, en fait, tu commences à y jouer au moment où le produit est lancé finalement. Donc, tu vas accompagner vraiment l'évolution du jeu. Et moi, je suis persuadée qu'il y a eu un effet d'aspiration. C'est-à-dire que ça a donné envie. Alors, j'ai commencé à jouer à l'Orcana. Il y a Altered, j'ai envie d'essayer d'y jouer, et ainsi de suite. Après, je pense que dans le temps, la concurrence, elle se fera, c'est obligé. Alors, quand je dis ça, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein. Mais on peut pas. On est dans une société qui est capitaliste où il y a de la concurrence sur le marché. Donc, d'un point de vue purement objectif, je pense qu'à terme, je suis pas sûre qu'ils survivront tous, en tout cas. Alors, je pense pas qu'ils survivront tous, mais alors je suis d'accord avec l'effet d'aspiration et l'effet de hype. Pire que ça, c'est qu'aujourd'hui c'est plus une niche, mais c'est le gros ballon d'oxygène financier de beaucoup de magasins. Voilà, et je pense que si en fait tu regardes les ventes 2024 dont on sait qu'elles sont moins bonnes globalement en termes de jeux de société, en fait elles sont tirées par le TCG. Et ça s'est fait forcément au détriment de quelque chose. De nouveau un peu au doigt mouillé, mais en écoutant les vidéos de Simon du Passe-Temps, l'impression que j'ai, c'est que globalement le marché se structure avec une boutique pour survivre. Cédric de Golden Meeple de Ludic Corner en Belgique disait la même chose. Une boutique pour survivre doit avoir du TCG. C'est ce qui va faire entrer un public en boutique. Le TCG va faire beaucoup de ton chiffre de vente. La suite, ce sont les petits jeux à moins de 20 balles. Et autrement, les gens attendent les soldes et les déstockages. Et en plus, le fait d'avoir du TCG dans ta boutique, ça te permet aussi de faire des animations. Ah oui, c'est ça. Et c'est là-dessus que je pense que Star Wars a rattrapé son retard à l'allumage. C'est parce qu'il y a du jeu organisé, que la licence est ce qu'elle est, que probablement les premiers sets, en tout cas en français, je pense, étaient aussi tirés à la va comme je te pousse, donc ont été en rupture, ou je connais plein de gens qui en voulaient, qui n'en ont jamais trouvé. Enfin, donc il y a tous ces réglages-là.
comme l'a été l'Orcana. Moi, je suis très partagé par rapport à l'Orcana. Et j'ai tendance à dire, j'ai l'impression que c'est une forme d'échec par rapport à ce qui m'a été vendu bien avant que le jeu arrive sur le marché. On m'avait vraiment vendu ce jeu de cartes à collectionner qui remplirait les cours de récréation parce qu'accessible aux familles. Voilà. Quand le jeu sort, il y en a nulle part. On commence déjà à avoir une folie boursière sur le coût des cartes, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, force est de constater que les événements Lorcana, mondialement, tournent très bien. Les sets sortent à un rythme régulier. Je suis pas convaincu que ça ait remplacé Pokémon, mais il y a aussi un effet transgénérationnel qui est intéressant, c'est qu'il y a des jeunes joueurs, il y a beaucoup de joueuses, et il y a des vieux fans de Disney, des vieux fans de TCG, des jeunes fans de Disney, des jeunes fans de TCG, et tout ça se mixe. Ce qui est sûr aussi, c'est que des jeux comme Lorcana et Altered proposent un gameplay qui est un peu différent de ce qu'on connaissait parce qu'on n'est pas dans de l'affrontement direct en fait. C'est plutôt, enfin l'idée est pas de détruire l'autre en fait, c'est plutôt de gagner une course en réalité. Et ça, c'est aussi notable parce que ça veut, on entend bien que c'est aussi pour aller chercher des joueurs et joueuses qui ne veulent pas jouer à des TCG parce que trop compétitif, trop confrontation directe. Si on prenait les profils motivationnels des joueurs et joueuses, hein, c'est évident que des jeux où tu dois détruire l'autre, où tu es vraiment dans l'affrontement, tout le monde n'a pas envie, n'a pas l'intention de jouer pour ça en fait. Et l'idée de course permet d'atténuer un petit peu, parce qu'en réalité ça revient à peu près au même, hein, in fine, mais ce n'est pas vendu de la même manière. L'habillage n'est pas exactement le même. Et l'idée c'est quand même d'aller chercher des personnes qui ne jouaient pas au TCG, je pense. Et là ils ont réussi. Et je pense que c'est réussi, hein, voilà. Je pense que l'effet d'entraînement que tu évoques a fonctionné. Mais aussi parce que Magic et les anciens Magic ou Pokémon ou autres, Pokémon c'est quand même, beaucoup de gens le voient pas comme un jeu, ils le voient juste comme des cartes à collectionner. Yu-Gi-Oh c'est trop technique, Magic on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même un espace très très particulier dans le monde du jeu. Enfin, et puis il y a le fait que rentrer dans plus de 30 ans d'histoire du jeu, c'est pas si évident quoi. Oui, mais ça, on pourrait faire abstraction. On peut très bien dire, je prends un starter, je joue avec mes potes, voilà, mais d'ailleurs, on voit quand même que Wizards of the Coast, ils font des licences, enfin, ils utilisent, par exemple, quand ils sortent Le Seigneur des Anneaux, c'est pas pour rien. Ils vont chercher d'autres personnes, en fait, hein. Là aussi, l'idée, c'est d'aller chercher d'autres personnes, hein. Avec ces sorties comme ça qui sont thématisées sur des jeux vidéo, sur des grosses licences. Mais après, je pense qu'ils ont aussi sorti beaucoup trop de Magic récemment, d'extensions en tous sens. C'est tous les 3 mois, hein. Tous les 3 mois, il y a une nouvelle extension. Hein. Et là, je pense que ça a un petit peu brouillé les cartes aussi. Et pour revenir à Altered, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'ils sont sur BGA, sur Board Game Arena. C'est-à-dire que tu peux jouer, tu peux tester le jeu avec les packs standards, les starter decks, mais tu peux aussi enregistrer ta collection et jouer avec tes propres cartes. Et donc avoir le TCG qui te permet de jouer entre amis, en compétitif organisé, mais aussi en numérique, c'est quand même pas mal. C'est une façon assez intelligente de penser globalement le projet. Alors de nouveau, est-ce que on n'est pas un peu dans une forme d'illusion franco-française avec une vraie proximité, parce que là aussi, depuis le lancement, on a vu des développeurs, des mecs, des designers sur des chaînes YouTube, sur des chaînes Twitch. Moi, je serais assez curieuse de voir la répartition, tu vois, déjà du Kickstarter par pays, qui a acheté dans quel pays en fait, d'avoir la SAD. Bon, j'avoue que je sais pas si cette info elle est disponible publiquement ou pas. J'ai pas posé la question, mais peut-être ça vaudrait le coup de savoir aussi comment ça s'est réparti tu vois, mondialement, pour voir si effectivement c'est un peu comme tu dis, cette espèce de bulle franco-française, ou enfin en tout cas francophone, mais je pense. Alors, petit aparté, nous avons récupéré le détail de la répartition des pledges d'Altered selon les pays, et sans grande surprise, 54% sont situés en France et 23% aux États-Unis. Les autres pays significativement représentés étant situés en Europe, et on compte aussi le Canada.
Parce que c'est vrai qu'ils sont allés à la Gen Con, ils ont fait beaucoup de com aussi pour que le jeu soit présenté aux US, etc. Donc voilà. Mais moi, je pense que sur le long terme, moyen ou long terme, de toute façon, tous ne survivront pas. Enfin, je vois pas passer les effets de hype. Il y a des choix qui vont se faire en fait. Ou alors c'est des gens qui l'ont fait parce que c'était l'effet de hype et puis ils se lasseront du principe du TCG. Et si c'est des vrais joueurs de TCG, on sait quand même que c'est des jeux auxquels souvent on se consacre, on s'investit. Il y a qui demandent de l'investissement. Et dans ce cas-là, c'est dur de s'investir dans 3 voire 4 si tu jouais déjà avant, quoi. De nouveau, je sais pas. J'ai l'impression que, enfin, tu évoques souvent la notion de joueur de TCG. J'ai l'impression que ce soit Lorcana, Star Wars ou Altered, je vois dans mon entourage, donc de nouveau c'est au doigt mouillé, des gens qui ne sont pas des joueurs de TCG mais qui jouent à ce jeu et donc qui ne courent pas spécialement vers l'achat de bundles, de boîtes complètes et ce genre de choses. Ok, oui, mais donc si ces personnes n'achètent pas, en fait, parce que le problème c'est que c'est quand même des jeux qui nécessitent du renouvellement tout le temps. Donc il faut que les joueuses remettent la main au portefeuille et fassent vivre en fait. Oui, et là, pour moi, ça va dépendre de l'organisation, enfin du jeu organisé, c'est-à-dire c'est ce que je te dis. de la place des boutiques, de la com, de la régularité de sortie, de la non-pénurie, parce que quand même la plupart de ces jeux, enfin Lorcana ou Star Wars, ont connu des pénuries, donc des retards à l'allumage, entre autres à cause de ça, et la pénurie peut les arrêter. Moi, mon inquiétude ne porte pas tant sur le fait que tous ne survivront pas. C'est mon inquiétude, c'est qu'est-ce qui dans le reste du monde du jeu va survivre alors qu'ils sont là. Parce que j'ai vécu 94-95 où Magic débarque. Dans la foulée de Magic, il y a toute une série de jeux qui arrivent, qui commencent à se tirer la bourre avec d'excellents jeux. Et lentement mais sûrement, on voit que le rayon jeu de rôle disparaît. On voit que le rayon jeu de société commence à se réduire drastiquement aussi. Alors les jeux existaient encore, mais il fallait les commander parce que la boutique l'avait pas. On voit que l'espace qui était dédié avant à certaines catégories de jeux disparaît parce que c'est devenu des classeurs dans lesquels il y a des cartes vendues à la pièce, enfin ce genre de choses. Et le jeu de rôle a mis du temps à s'en remettre. Enfin, ouais. Bon, il n'y avait pas que ça. Il y avait Mireille Dumas qui a bien aidé aussi. Enfin, il y a plein d'autres paramètres. Et je pense que le jeu de rôle s'en est jamais vraiment remis non plus. On n'est plus du tout dans le même type de marché, dans le même type d'économie. Mais on l'a vu en termes de pratique. Moi, le premier, on passait de 20 heures de jeu de rôle semaine à 15 heures de Magic. Enfin, donc. Ok, toi, tu dis c'est quelles conséquences sur le système, en fait, lui-même, en fait. Sur le système lui-même. Et quand j'entends aujourd'hui des ludicaires qui me disent le gros de mon chiffre cette année, ma survie passe par le TCG, parce que lui-même fait du chiffre d'affaires, mais c'est aussi lui qui fait que les gens viennent encore en magasin à travers un TCG où ils prennent peut-être un autre truc. Je dis, si soudainement Lorcana disparaît, j'en sais rien, enfin, où il y a un effondrement TCG, où il y a une pénurie, ou que sais-je, là, je suis très inquiet pour les ludicaires. Si les ludicaires ferment, voilà, on connaît les effets d'emballement sur le marché. Ouais, les effets de domino, en fait. Oui, c'est ça. Tout le monde n'achète pas en ligne, mais voilà. Et si tu couples ça à l'autre paramètre aux 2 autres paramètres. Un, pour les gros joueurs de TCG, il y a quand même toute cette économie parallèle de l'achat de cartes à des montants délirants et tout. Donc, c'est aussi, je le vois aujourd'hui sur des decks Lorcana, je regarde un peu les valeurs des cartes. Il y a des trucs qui sont totalement délirants. Donc, on se dit, ces gens-là ne vont pas consacrer cet argent à un autre loisir ludique ou à un autre loisir tout court. Et en plus, que le ludicaire te dit, moi, mes grosses ventes, si je dois faire mon top des ventes de l'année, et ils sont plusieurs à me le dire, mon top 10, ce sont des jeux en déstockage. Waouh, oui. Ça commence à être compliqué. Hein. Je pense que, par exemple, là, je vais reprendre le plus connu, Simon du Passe-Temps. Ils font une vidéo dans laquelle ils présentent leur top vente de l'année, mais en annonçant bien, attention, on a enlevé tout ce qui était déstockage et soldes. Pour pas perturber Pour pas fausser l'information, quoi.
Pour pas fausser l'information. Et en fait, il faudrait avoir les deux. Il faudrait avoir les deux pour comparer. Hein. En fait, il faudrait savoir avec les déstockages et soldes et versus sans et voir les écarts. Hein. Certains ludicaires m'ont dit mon top 10 est exclusivement composé de TCG et de jeux déstockés. Très bien. Mais parfois, il y a un trio ou un ski joue qui traîne, hein, quand même. Ok. On est rassurés. Tout va bien alors. Bon, on va passer au deuxième sujet. Oui, un sujet drôle, c'est ça. Ouais, on va parler du Festival international des jeux de Cannes. Ouh, fête. On va parler des accès poussettes et de la queue aux toilettes. Non, je plaisante. Ah, on revient à l'hygiène, c'est bien. On revient à l'hygiène, ouais. Juste pour parler un peu de l'évolution du festival, parce que déjà l'année dernière, il y avait eu la mise en place de tarification différenciée pour les pros. Alors, il y a plein de pros qui ont gueulé. Parce que t'avais des plus ou moins pros, manifestement, qui avaient le droit de venir le jeudi matin ou pas. Enfin, voilà. Et puis le fait que le festival devient de plus en plus payant, puisque de mémoire, maintenant, il n'y a plus d'accès gratuit pour les adultes. Il n'y a que les enfants qui peuvent rentrer gratuitement, je pense. Il me semble que c'est ça. Enfin, en tout cas, on a changé. On a quand même. Je te laisse à tes informations, j'ai pas vérifié. Là, ça, je parle un peu de mémoire. Hein. Et puis là, cette année, pour le festival 2025, donc où les accréditations et les billets les passes ont été mis en vente en mois d'octobre. En fait, il y a une journée supplémentaire pro. Donc, on aura en fait le mercredi en plus. Quoi. Bon, on sent quand même que la direction qui est prise. Elle est de rendre le festival de moins en moins local et familial et d'aller vers un festival de plus en plus professionnel. Et en tout cas, de répondre aux attentes des professionnels parce que c'est vrai que le samedi, c'est très compliqué. Enfin, c'est quand même compliqué. En février, on était même bloqué. En fait, on ne pouvait pas passer d'un étage à l'autre. On était bloqué dans un escalator. C'est très con quand même. Hein. Je comprends que les pros ont eu des questionnaires, notamment, tu vois, où ils pouvaient expliquer et qu'en fait, eux, ça ne leur convient pas, hein, parce qu'ils ont des rendez-vous professionnels, des impératifs, et que se retrouver dans la cohue du monde, hormis les espaces purement pro, ça devient compliqué, quoi. Je sais pas, toi, tu viens pas à Cannes. Alors, j'essaye chaque année d'y aller, et puis le rapport distance, temps, argent, c'est quand même un festival très cher, au final, pour un Belge en tout cas. J'avoue que bof. Et le côté mix, public pro, semi-pro, presque pro, alter pro et tout. Toi, t'es pas fan, hein. Je suis pas fan. Voilà. Donc, pro amateur, ouais. Après, je dois dire quand même que pour comprendre les différents passes et comprendre comment on y accède et comment on fait la réservation, c'est déjà une sorte d'escape game. Hein. Voilà. C'est à ça qu'on voit que tu es une pro. Si tu trouves la solution. Sûrement. Parce que franchement, alors cette année, j'ai réussi plus facilement que l'année dernière, mais l'année dernière même, j'avais eu du mal à remplir le formulaire. Je préfère remplir des déclarations d'impôts que de refaire le formulaire de l'année dernière qui était incompréhensible, quoi. C'est un peu fou. Enfin, je trouve ça un petit peu fou quand même qu'on en soit à ce niveau de complexité, de tarifs différenciés, de machin. Mais je pense que le niveau de complexité, il faut passer par un niveau de complexité pour permettre une mutation du système et revenir à un niveau de simplicité après. Oui. C'est-à-dire on est toujours, on l'évoquait dans le cadre du podcast qu'on a enregistré à Vichy. Aujourd'hui, on est encore dans ce monde du jeu où tout est dans tout. Tu peux être auteur professionnel ou auteur d'un demi-jeu auto-publié. Ou auteur de simple prototype. Ou auteur de proto, journaliste pour un grand média international, ou blogueur dans ta cuisine. Et tout se confond tout le temps. Il y a une énorme confusion des genres, hein, en fait. Voilà. Et arrive d'un festival qui est une création locale, qui a pour but d'occuper un espace qui doit être occupé parce qu'autrement ça coûte plus cher de pas l'occuper que de l'occuper, et qui est en train de grandir, qui est dans sa crise de croissance, comme l'est le monde du jeu en parallèle.
Et à un moment, la bande de potes qui se réunit dans une cuisine et qui dit « Ah, c'est un festival » et soudainement, la cuisine est trop petite, il faut rajouter une véranda, un salon, un machin, changer de lieu, changer de maison, rajouter des piscines et autres. Tout ça, ça a des coûts, tout ça, ça implique de l'organisation, tout ça, ça implique aussi de clarifier qui est qui, parce que dans ta cuisine, soudainement, tu retrouves tes voisins, ça c'est cool, mais tu retrouves un mec que t'aimes pas, tu te demandes pourquoi il est là, il a vu de la lumière, il est juste rentré. Enfin, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Ce qui me perturbe toujours dans ces périodes de transition, que Cannes connaît aujourd'hui, mais qu'un festival d'Angoulême a connu il y a 20 ans, qu'un salon du livre de Paris a connu 2-3 fois d'affilée, qu'América a connu, que tous les grands festivals, toutes ces grandes organisations connaissent à un moment ou à un autre. Et à un moment, la question se pose toujours de quelle est la finalité et quel est le but. Si tu veux un festival familial local pour faire la promotion du jeu auprès des joueurs dits casus, familiaux ou autres, mais il faut surtout qu'il n'y ait aucun joueur expert sur place. Bien sûr, on est d'accord. Qu'il n'y ait pas de jeu expert. Et pas de pro. Voilà, qui est pas des gens qui ont des rendez-vous pro, en fait. Et qui n'est pas de rendez-vous, exactement. Avec des agendas serrés. Moi, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Et c'est ce qui me perturbe aujourd'hui, c'est que tout est dans tout. Je veux dire, tu vas au Salon du Livre de Francfort, il n'y a que des professionnels, des éditeurs, des agents, quelques auteurs à pifiou, parce que c'est des méga stars et que grâce à ça, ça permet de négocier des contrats, et des traducteurs. Point. Et il n'y a pas de public. Tu vas à des salons de l'auto professionnels, il n'y a que les pros. Et puis tu vas à des salons de l'auto public où il n'y a que du public. Ou alors tu arrives à des formes, ce qui est quand même plus courant aussi, c'est un festival, prenons par exemple, dans les grands festivals littéraires, type Quai du Polar que je maîtrise le mieux, Quai du Polar, l'ouverture au public, c'est vendredi à dimanche. Mais le festival a lieu potentiellement pendant toute l'année, parce que toute l'année, il y a des événements professionnels estampillés Quai du Polar, d'une part, et d'autre part, la semaine de Quai du Polar, le festival commence le lundi. Et le lundi, il y a quoi ? Il y a une journée pro pour les bibliothécaires, il y a des journées pro pour les traducteurs, il y a des journées dans des ambassades parce que vous faites venir les auteurs coréens, américains, islandais et autres. Il y a des journées en prison, il y a des journées dans les écoles, il y a des journées où les éditeurs reçoivent les libraires et font le travail de représentant, donc présentent les bouquins à venir sur les X mois, les projets en développement, ce genre de choses. Il y a des journées ou des soirées partenaires, donc comme SNCF ou Air France ou autres, sont des partenaires du truc. Vous avez des soirées privées dans lesquelles il y a des auteurs, les membres des compagnies en question. Et pendant le festival lui-même, on a certes toutes les activités publiques, mais il continue à y avoir toutes les activités professionnelles qui sont bien cadrées. Typiquement, j'en sais rien, moi, le midi, moi en tant que journaliste, je suis invité au resto par un éditeur. Il y aura quelques journalistes à pifiou présents, quelques libraires qui sont généralement des libraires qui ont une grosse puissance commerciale ou en tout cas ou qui ont un vrai impact dans leur région. Donc c'est pas toujours les plus grosses librairies, mais ça peut être un libraire qui en Bretagne effectivement a un impact, ce genre de choses. Quelques auteurs, typiquement un auteur star et des auteurs à découvrir ou qui sortent leur premier roman ou les romans viennent de sortir. On sait qu'on n'a pas encore eu le temps de les lire et tout, mais voilà. Et donc, ce moment-là... Tu dis, en fait, c'est très structuré. Voilà, ce que tu dis, c'est que c'est super structuré, et ce qui n'est pas le cas encore à Cannes. Parce que ça reste très... Pardon, vas-y. Je termine juste le truc. Donc, ça, c'est le midi. Il y a cette bouffe-là. OK. Ça discute de business, mais aussi d'amitié, il n'y a pas de problème. Mais le soir, en fait, la même équipe éditoriale avec les mêmes auteurs fait un walking dinner avec les influenceurs, les Instagrammeurs, les YouTubeurs et autres, dans lesquels les journalistes ne sont pas invités. Parce que c'est pas le même public. Et dans lesquels les libraires ne sont pas invités. Et chaque fois, chaque public, en fait, a son discours, son accès, son moment privilégié en fonction de ses besoins. Et donc, tout est structuré, les codes sont très clairs. Et ici, dans le jeu, tout est tout le temps mélangé.
je comprends toujours pas les fans de jeux experts qui vont en festival pour jouer du jeu expert. Voilà, oui, mais voilà, Non, je suis d'accord avec toi que même en fait, tout est fait sur une base très communautaire, à laquelle en plus, j'ai le sentiment que le monde du jeu est très attaché. Enfin, en tout cas, il y a un discours, peut-être que c'est un discours de façade, mais très attaché à ce côté, à cette forte proximité, à ce mélange des genres. Or, ce mélange des genres, je pense que sur le long terme, il n'est pas compatible avec l'évolution. Mais ça va changer. Et ça changera, non mais tout à fait. Hein. De nouveau, on est dans cette crise de croissance, à ce passage de l'adolescence vers l'âge adulte. Enfin, j'espère que c'est l'âge adulte et pas de l'enfance vers l'adolescence. De nouveau, alors je le fais souvent, c'est le parallèle avec la BD. On a eu cette phase où, à une époque, à Angoulême, certains éditeurs invitaient tous leurs auteurs. Maintenant, plus aucun éditeur ne peut inviter tous ses auteurs. Tout le monde a des catalogues monstrueux. Si c'était le cas, il y aurait plus de place pour le public, il y aurait plus que des auteurs de BD. Et donc, au moment où s'est passée cette bascule, il y a des auteurs qui, je me souviens, j'étais dans les locaux, des auteurs qui appelaient en disant « Ah, j'ai pas été invité à Angoulême. » Ah bah non, cette année, oh, c'est dégueulasse, c'est pourquoi tu pas invité, machin et truc. Et donc, oui, il y a des dents qui grinçaient, ou il y a des dents des auteurs qui ont claqué la porte en disant « Ah, c'est comme ça, je vais aller chez un autre éditeur. » C'est même devenu un enjeu. J'invite machin, même s'il est pas dans mon catalogue, mais je l'invite quand même à dîner, et puis comme ça, on pourra peut-être négocier et voir si on peut. Enfin, voilà, mais comme partout. Mais il faut quitter, à un moment, l'idée de se dire « on est une grande famille ». On n'est pas une grande famille. C'est un marché. Et ce qui m'amuse beaucoup aussi, c'est que beaucoup de gens ont du mal à parler du jeu comme des produits. Ça arrive parfois. J'ai bien aimé le discours de Fred Henry sur quelques vidéos, entre autres chez Arnaud de Meeple on Fire, ou dans le canapé Un monde de jeu, par exemple, où il a du mal, lui, à dire un jeu. Il parle d'un produit. Parce que c'est pensé comme tel, ça rentre sur un marché et ce genre de choses. Et ça m'intéresse. Ok, mais ça, je suis d'accord avec toi que quand t'es éditeur et tout, tu puisses penser comme ça. Après, il n'empêche que c'est une vision qu'on peut ne pas avoir et de pas penser le jeu comme un produit si on n'est pas dans cette configuration-là. Typiquement, tu vois, là, je sais que là-dessus, on va pas être d'accord, toi et moi, mais on n'a pas le même positionnement. Pour moi, le jeu n'est pas un produit, en fait. Moi, je le vois vraiment plutôt comme un objet culturel et j'irai pas jusqu'à dire une œuvre d'art, mais moi, mon positionnement, il va être beaucoup plus là. Mais moi, je ne vends rien aussi. Enfin, c'est pas du tout, tu vois, mon propos. Donc, je suis d'accord avec toi que cette vision-là, elle est liée aussi à la fonction que tu exerces dans ce milieu-là ou dans ce marché, en fait. Hein. Mais c'est évident. Moi, j'espère que l'acheteur d'un jeu, il ne voit pas un produit. Voilà. Il voit son jeu, son precious, son truc auquel il a envie de jouer et tout. On est d'accord. Mais là, on parle d'un festival. Comme ceux qui font de la critique. Voilà. On parle d'un festival et de l'organisation d'un festival. Et c'est là que je dis, à partir du moment où si tu acceptes que tu as affaire à des professionnels qui vont exposer des produits à destination de clients, bien comment tu structures ton message? Et si pour créer de l'ordre et structurer ce message et créer de l'ordre dans les clients potentiels, eh bien, tu dois avoir un badge auteur qui a fait plus de 10 jeux, auteur qui a fait moins de 5 jeux, journaliste, influenceur YouTube, influenceur Instagram, TikToker ou autre. Pourquoi pas? Si on doit passer par là pour reclarifier les choses, eh bien, faisons-le. Ce qui me gêne pour l'instant dans le chef du festival du jeu de Cannes et dans ce qui est régulièrement associé au festival, à savoir l'As d'Or, c'est que le message est brouillé. Il y a à la fois le côté, je veux le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, enfin, tout se mélange un peu. Si on veut être grand public, mais en même temps, on le fait payant, ok, donc on sait qu'on se limite déjà un peu, mais en même temps, il y a toute une série de presque professionnels, semi-pro, enfin, qui eux vont y avoir accès gratuitement, mais en même temps, on est une façade internationale et où on ne l'est pas. Enfin, ce qui me perturbe, c'est le positionnement du festival lui-même. Qu'est-il? Quelle est son identité? À qui s'adresse-t-il vraiment? Mais on le voit bien aussi parce que, tu vois, par exemple, l'As d'Or, ils ont expliqué, ils font beaucoup de pédagogie dessus pour expliquer que c'est un label, l'objectif. Et pourtant, à chaque fois, chaque année,
quand la sélection sort, t'as toujours les mêmes commentaires qui reviennent, de gens qui ne comprennent pas, en fait, alors que ce sont des personnes qui s'intéressent au monde du jeu depuis longtemps, qui en principe connaissent le discours qui est porté tant par le festival que par les membres du jury. On retrouve toujours les mêmes débats, mais ça c'est pas un jeu expert, mais ça qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, mais pourquoi, mais comment? On pourrait déjà se questionner sur le fait d'avoir toujours un avis sur ce que font les jurys, ça c'est un autre débat. Ce que je veux dire, c'est que déjà qu'ils comprennent pas les catégories et qu'ils ne comprennent pas que ce n'est pas un prix qui est destiné aux joueurs et joueuses, mais qui est un prix qui est destiné à notre public en fait. Oui, peut-être pas. Enfin, je pense, hein. Mais de nouveau, ça vient d'une évolution, puisqu'au début, on avait le prix jeu de l'année. Enfin, il y avait la notion de prix qui existait et qui maintenant évolue vers un label commercial. Point barre. Mais même si la pédagogie est bien faite, dans l'esprit des gens, c'est un prix. Parce que qui s'exprime sur l'As d'or, ce sont celles et ceux pour qui l'As d'or n'a absolument aucun intérêt. Ce qui est paradoxal. Mais en même temps, pendant toute l'année, cette communauté qui, au final, n'aurait aucun intérêt pour l'As d'or, se fait mousser sur l'As d'or. Est-ce que tel jeu Harmonie va-t-il ou non gagner l'As d'or, machin, un truc. Enfin, dès la sortie du jeu, la commu en parle. Alors que fondamentalement, si Harmonie le gagne, ça va être un sticker As d'or sur une boîte et ça va être destiné à ma concierge. Oui, c'est ça qui est fou, c'est que s'intéressent à ça des gens qui de toute façon connaissent déjà les jeux, ont déjà leur opinion et auront globalement joué à tous les jeux de la sélection et ont de toute façon déjà une opinion sur quel est le meilleur jeu selon leur point de vue. Donc c'est assez fou que des gens qui en fait ne sont absolument pas concernés par le prix passent autant de temps à en discuter et voilà. Alors que je pense qu'il y a des vrais sujets qu'on pourrait discuter nous en tant que personnes qui sont vraiment intéressées par le milieu ludique, en dehors de la sélection même des jeux. Oui, mais et de nouveau, de si tel jeu le mérite. Pour moi, l'As d'or entretient un flou permanent dans son discours, malheureusement, tout en étant très pédago. Et j'ai l'impression qu'on est dans une situation actuelle qui est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, on est un label. On veut une forme de reconnaissance en France, ou en tout cas en francophonie. Oui, parce qu'on pourrait aussi discuter du côté international du Festival international des jeux, parce que l'international, on va pas se mentir, on le voit absolument pas. Enfin, c'est... Ouais. Moi, c'est un peu c'est un peu le truc qui m'agace avec ce festival, c'est qu'en fait, c'est un festival pour faire plaisir aux Français. Enfin, faut arrêter de mentir. Oh, oui, mais c'était un des sujets, et j'y viens, par exemple. Et je trouve très paradoxal, dans ce souci de label et d'ouverture internationale et de labellisation internationale d'un jeu, dans le jury, maintenant, il n'y a plus d'étrangers, il n'y a plus que des Français. Les Québécois ont disparu. Jusqu'à l'année passée, il y avait au moins un Belge. Il n'y a plus de Belges. Ah, on en les voit trop, ceux-là. Ben oui, je pense qu'on les voit trop, mais cela dit, notre marché est ultra contaminé par le marché français. Je te taquine, puisqu'il est dépendant. Non, je ne l'ai pas pris comme quelque chose. J'arrête le podcast tout de suite. Et en même temps, leur discours c'est un label, donc ça s'adresse à un public généraliste, mais je verrais, bah oui, du Vincent de Dienne, peut-être du Fabien Olicard, si on veut des gens qui ont de l'influence, mais qui viennent d'ailleurs, du Michel Bussy, à un des auteurs les plus connus qui soit, qui est un très très gros joueur, enfin, ou des gens du Parisien, des gens de TF1, enfin, ou ce genre de choses. Ok, je vois ton point, mais tu vois, tu peux prendre la comparaison avec le jury du Spiel, des CRS, qui lui est un prix dont les membres ne sont absolument pas des... Il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de réseau de café, il n'y a pas de... il n'y a pas du tout ça, ce ne sont que des... journalistes ou médias en fait, et le Spiel, il est bien étiqueté prix critique, Kritiker Preis, je crois, c'est en allemand, enfin c'est prix de la critique, et pourtant ils ont peu ou prou, ils récompensent des jeux tout autant. Souvent on dit même que le fameux Kenner Spiel, pareil, on a toujours les débats sur il est pas assez Kenner, hein, bref, enfin voilà, on connaît, c'est la même chanson qu'avec l'As d'or Expert, et pourtant j'ai l'impression qu'il y a moins. Finalement, il y a moins de mélange aussi des genres. Et on remet pas en cause systématiquement enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de complexité sur les membres du Spiel, en fait. Enfin, tu vois, qu'il y ait autant de débats sur la composition du jury du Spiel. Non, parce que ce sont des journalistes. Ouais. Mais pourtant, enfin, non, mais qui sont reconnus comme tels, point. Mais ils ont pas la connaissance, d'utiliser d'un ludothécaire, d'un ludicaire. Non, oui. Attends, de nouveau,
Je dis, Ouais. ça ne me pose pas de problème si on dit on a un label à destination d'un grand public. Donc, je parle pas de prix, je parle de label. Label, ok, oui, ok, d'accord. Si on a un label à destination d'un grand public, que des gens qui sont en première ligne face à ce grand public soient dans un jury, ça ne me pose pas de problème. Par exemple, le Toys and Games Awards en Belgique, donc sorte, je sais pas, d'Asdor, est un prix qui a lieu en 2 journées. Les jurys ont 2 journées de délibération. Première journée, exclusivement les acheteurs grands comptes, les ludicaires, enfin, la force de vente. Et sur base des je ne sais pas combien de jeux présentés, arrive une shortlist le 2e jour où il y a des journalistes, des ludothécaires et des personnes issues par exemple du monde de la pédagogie, de la petite enfance, de la Ligue des familles, enfin ce genre de choses. Et c'est ce 2e jury-là qui statue et qui remet le prix, mais sur base d'une shortlist faite par en fait des commerciaux. Et c'est hallucinant parce que quand je vois la quantité de jeux qui ont été éliminés, je me dis pourquoi ils ont éliminé ça, pourquoi ils ont éliminé ça. Mais parce que ça ne touchera pas le grand public, ça ne rentrera pas dans les lieux de vente et ça ne sert à rien de le labelliser parce que comme on le verra pas le label, il servira à rien. Par contre, Monkey Palace, Lego plus Asmodée, bah oui. Ça, ce sera présent. Mais et on a, alors c'était pas le cas cette année, mais on peut avoir un Monkey Palace face à Acropolis. Voilà, Acropolis l'a gagné. C'est diffusé par Hachette. Le grand public peut s'y retrouver. Enfin, voilà, boum. Sont des trucs très clairs. Et c'est là que je trouve que l'Asdor est encore dans une logique de prix, mais en même temps se revendique un label. Un discours de label, ok. Bah moi, pour conclure, hein, je vais dire ce que j'ai déjà dit. Moi, je rêverais, en tant que joueuse, je rêve d'un prix ludique qui serait remis par un jury tournant, à l'image du jury du festival du Cannes, mais du cinéma. Ça, c'est vraiment mon rêve ultime, avoir un jury qui serait composé, je sais pas, de 8 personnes, avec une présélection. Alors, bien sûr, c'est pas le même budget, hein, parce qu'il faut faire la présélection. Moi, ça, c'est mon rêve absolu. Et y compris que ce soit peut-être des jeux improbables qui l'emportent, parce que l'objectif ne serait pas là, hein, ce serait pas de faire ni un label, ni du grand public, en fait, un truc, voilà. Donc, je sais pas si un jour je verrai ça, mais moi, ce serait le truc qui m'enthousiasmerait énormément. Et de se dire, comme on se rappelle pour Cannes, pour les Palmes d'Or de Cannes, de se dire, ah bah oui, tiens, c'est Clint Eastwood qui a remis la Palme d'Or à Tarantino. On sait que c'est Tarantino qui a remis la Palme d'Or à comment il s'appelle, Michael Moore. Bah, de se dire, je dis n'importe quoi, hein, tiens, c'est Antoine Bauza qui a remis tel prix, telle année, c'était lui, le président du jury, qui a remis ce prix à ce jeu. Et comme on se souvient pour le cinéma, enfin, en tout cas, moi, c'est des choses dont je me souviens. Et en fait, où il y a la personnalité du jury, elle peut vraiment s'exprimer parce que ça va être une rencontre entre 8 personnes qui va durer l'espace d'un moment dans le temps. Et donc, le choix reflète cette personnalité et pas l'idée d'un label. Je dis pas que ça doit pas exister, hein, mais effectivement, moi, en tant que joueuse, c'est ça qui m'intéresserait. Et effectivement, après, l'Asdor, en tant que le label, moi, il ne m'est pas destiné, comme tu l'as expliqué, quoi. Voilà. Je te propose qu'on passe au sujet d'après, sinon on va faire 2 heures sur l'Asdor. Non, moi, je peux pas évoquer mes rêves et mes fantasmes. Non, vas-y. Bon, voilà. Raconte tes rêves et tes fantasmes. Non, c'est bon. Est-ce que tu serais client d'un prix comme je te le décris ou pas? Tu réponds par oui ou par non? Peut-être. J'avais écrit un article sur la composition des prix des différents, la composition des jurys des différents prix, que ce soit cinéma, littérature et tout, qui est sur le blog, hein, et aussi et c'est pour ça que je dis que ce serait un autre prix, hein. Et après, pour moi, il y a un questionnement aussi, hein, qui est quand t'as un jury fixe, le fait que ce soit à durée indéterminée, en fait, hein, qu'il n'y ait pas de mandat pour une durée déterminée. À titre personnel, je trouve ça quand même très compliqué. Je pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit une chose souhaitable de façon générale d'avoir des mandats à durée indéterminée pour tout un tas de raisons qui font qu'on s'en émouverait dans d'autres sphères si on avait des mandats à durée indéterminée.
Ok, on va enchaîner sur le 3e sujet. On va parler justement du Spiel des Jahres, donc qui a été remis, alors si je dis pas de bêtises, ça devait être le 21 juillet à Berlin, et j'y étais. Moi, j'ai adoré l'expérience, mais on va revenir sur l'affaire Menapace. Donc Matteo Menapace, c'est le co-auteur de Daybreak avec Matt Leacock, donc qui est le jeu. Alors Daybreak, c'est le titre anglais, c'est mission. Le titre, ou E-Mission, c'est un jeu de mots pour le titre allemand. Je sais pas comment il va être sorti en français. Il doit arriver en fin d'année. Daybreak. Ok, donc et qui était chez Schmidt pour la version allemande. Alors on va parler d'un sujet qui est éminemment touchy, comme on dit. On va pas parler de nos opinions personnelles sur le fond du sujet. On va juste essayer de restituer un peu ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la cérémonie, donc Daybreak a obtenu le Kennerspiel. Matteo Menapace est monté avec Matt Leacock. Il avait un t-shirt sur lequel était représentée une pastèque. En fait, la pastèque étant un symbole qui est utilisé comme soutien. Alors, je vais le dire comme ça au départ, parce qu'après, on va revoir que c'est plus compliqué, mais en gros, c'est un symbole qui est utilisé comme soutien au peuple palestinien depuis 1967, depuis la guerre des 6 jours, et qui est fréquemment repris, et d'autant plus en raison du conflit actuel. Et donc, Matteo Menapace, je pense qu'ils lui ont demandé d'enlever le sticker qu'il portait, et puis ensuite, ils lui ont demandé purement et simplement de quitter la cérémonie, et il y a eu ensuite un communiqué qui est revenu en disant qu'il n'était plus le bienvenu, en tout cas dans les événements qui étaient organisés par le Spiel des Jahres, et que le Spiel ne souscrivait pas au fait d'avoir des symboles ou politiques qui pouvaient être considérés comme antisémites. Et donc, voilà. Et il y a eu du coup beaucoup de discussions sur les réseaux, donc sur la portée, ce que voulait vraiment dire ce symbole. Est-ce que la sanction était disproportionnée ? Côté américain, on a vu beaucoup de retours sur l'atteinte à la liberté d'expression, le fameux freedom of speech. Alors, il faut savoir que juridiquement, c'est pas du tout la même notion, liberté d'expression, que le freedom of speech. Ça n'a pas la même portée en Europe et en tout cas en France. Je me garderais bien de dire en Allemagne, mais dans le monde anglo-saxon, ça c'est sûr. Et voilà. Et après, il y a tout le questionnement politique qui revient derrière. Donc, il y a ceux qui étaient choqués par la décision du Spiel, en disant c'était pas normal de pas pouvoir montrer du soutien envers des victimes. Alors moi qui étais sur place, je vous le dis tout de suite, je n'ai strictement rien vu le jour J. Simplement, effectivement, le lendemain de la conférence de presse, Matt Leacock est venu tout seul. Et effectivement, au cocktail qui avait lieu après la remise des prix, Matteo Menapace avait totalement disparu. Ensuite, lui, il a aussi fait un communiqué pour expliquer en fait sa position, sachant que si tu regardais sa bio, tout ça, c'était lui, il a mené des actions de soutien au peuple palestinien depuis bien plus longtemps que c'était pas juste avant le Spiel. Voilà, il y avait dans sa bio X, il y avait la pastèque qui était représentée. Je sais pas comment toi tu l'as vu ça, un peu plus éloigné. Alors, moi, je l'ai vu comme une tempête dans un verre d'eau. Ouais. Parce que de nouveau, fondamentalement, c'est comme la discussion qu'on a sur le festival, qu'on a eu sur le festival de Cannes précédemment. C'est quelle est l'organisation ? Le Spiel, c'est une organisation privée qui a un règlement d'ordre intérieur. Si est spécifié dans ce règlement d'ordre intérieur, pas de signe convictionnel, pas de signe politique, pas de ceci, pas de cela. Et là, l'Allemagne est très, très rigide là-dessus. Pour répondre, effectivement, le règlement du Spiel dit qu'on ne doit pas doit pas y avoir de prosélytisme politique ou religieux lors de la cérémonie. Et il faut savoir qu'il y a une répétition à la cérémonie. Et là, c'est une question, je n'ai pas eu la réponse parce que j'ai demandé à ceux qui étaient présents à la répétition ils pouvaient me le confirmer ou pas. Mais il y a une répétition à la cérémonie. Est-ce qu'il portait déjà le sticker ou pas à la répétition ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais moi, j'y suis pas, j'ai pas l'info non plus, donc je ne sais pas. Parce que soit il ne l'avait pas et il ne l'a mis que pour la cérémonie, et donc, quelque part, ça veut peut-être dire qu'il avait une idée de potentiellement ça ne passerait pas, ou il l'avait et c'est que parce que c'était retransmis au moment de la diffusion que des personnes dans le public ont fait la remarque et que c'est remonté à ce moment-là. Est-ce qu'il aurait pas pu aller demander au Spiel avant si c'était possible de le porter? Alors, pourquoi la pastèque en question, elle fait autant parce que oui, on peut se dire, mais c'est juste un soutien des populations qui sont victimes.
là, moi, ce n'est pas du tout un jugement de valeur de ma part. Pour expliquer le pourquoi, c'est parce que la façon dont est représentée cette pastèque représente en fait les frontières sans l'État d'Israël. En fait, l'État d'Israël n'existe pas dans cette représentation. Et donc, c'est pour ça que c'est considéré comme étant antisémite, parce que ce serait une négation de l'existence de l'État d'Israël et de la population israélienne. Et c'est en ça que c'est... parce qu'en fait, il y a plusieurs représentations différentes de la pastèque. Et c'est cette représentation-là qui était choisie et considérée comme niant l'État d'Israël et pas comme une représentation de cette zone géographique, comme incluant également l'État d'Israël au même titre que la Palestine. En fait, c'est tout ça qui ferait un peu débat. Je mettrai dans le billet un lien avec un article où il y a Pierre Sylvester, qui est un auteur allemand, qui est interviewé et qui explique aussi que les questions liées à l'antisémitisme n'ont pas la même résonance en Allemagne que dans d'autres pays. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on est obligé de prendre en considération. L'Allemagne, il y a les résonances, mais il y a aussi des cadres juridiques, et des cadres juridiques qui s'appliquent au culturel. Petit aparté personnel, il y a quelques années, j'ai sorti une bande dessinée qui s'intitule Triangle Rose, donc qui parle de la persécution des homosexuels sous le régime nazi, en faisant référence au paragraphe 175. Au moment de la faire paraître en Belgique et France, enfin donc en marché premier, comme on savait que l'Allemagne allait acheter les droits, on a dû on a pensé à faire valider la couverture pour être certain que rien ne puisse porter atteinte et ne rentre pas dans un cadre non légal. Et on a eu énormément de micro-changements. Alors certes, en France, par exemple, on peut avoir sur une couverture une croix gammée, en Allemagne, jamais. Même si c'est sur un bâtiment, certains bâtiments ne peuvent pas être représentés de certaines façons. Enfin, il y a vraiment tout un cadre très 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 strict qui existe. Et dans ce cas-ci, je pense que lui sait très bien ce qu'il fait. Mais de nouveau, c'est au doigt mouillé. En arrivant avec cette revendication-là, cette pastèque-là, à ce moment-là, je pense qu'il y a des organisateurs qui ont aussi un règlement d'ordre intérieur. Et voilà, c'est de l'ordre du privé. Après, la question pourrait évidemment se poser, pour prendre faire un parallèle avec un exemple anodin, mais qui était un peu dans ce cadre-là, c'est Ronaldo qui arrive en conférence de presse et qui dégage les bouteilles de coca. Le règlement d'ordre intérieur de l'UEFA ou de la FIFA, je ne sais plus dans quel cadre c'était, dit que ça doit y être, c'est le sponsor. Donc quelqu'un les remet, il les redégage en commentant. Mais c'est Ronaldo. Et donc, il y a eu des amendes, enfin des trucs comme ça. D'autres joueurs ont essayé, c'est pas passé. Voilà. Et donc, si Rainer Knizia l'avait fait, est-ce que le règlement d'ordre intérieur aurait été appliqué de la même manière et tout? Donc, voilà, on élargit le truc. Mais ici, on est sur des modèles de gradation. Donc, je ne sais pas, voilà, j'ai pas tous les tenants, les aboutissants. Une chose que j'ai vécue, c'est l'Allemagne a une réelle sensibilité, parfois hypersensibilité, à tout ce qui touche à la Seconde Guerre mondiale, au nazisme, à l'antisémitisme. Il y a des réglementations, il y a des lois, il y a des réglementations d'ordre intérieur très fortes dans des organismes privés sur certaines formes de représentation. Ouais. Voilà. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Le freedom of speech américain ne s'applique pas dans l'espace européen, parce qu'à ce moment-là, le port d'armes pourrait s'appliquer aussi. Bah non, les gars, c'est des mondes différents qui ont des lois différentes. Et bah moi, si tu veux un peu, je suis assez en accord avec ce que tu dis, c'est que je ne préjuge pas des intentions et de ce que pense vraiment Matteo Menapace. Je pense pas qu'il soit antisémite du tout. Enfin voilà, c'est pas du tout. Ah non, moi, je parle pas d'antisémitisme, je parle de militantisme. En fait, comme voilà, c'est tout. Il y a le règlement du Spiel, tu l'as dit, il se trouve que le Spiel est en Allemagne et que c'est pas n'importe quel pays sur ce sujet-là. En fait, tout ce qui va traiter des questions et du fait qu'on puisse avoir des opinions. Je pense aussi que notre vision de français, alors je sais pas pour la Belgique, mais en France,
on a un contexte très particulier sur ces accusations d'antisémitisme, dont on sait très bien, voilà, je vais donner mon opinion personnelle, qu'elles sont utilisées par des gens qui sont quand même les premiers antisémites historiquement. Donc, enfin, voilà, ce qui est assez fou. Et c'est un mot qui a été complètement une accusation qui est même privée de tout sens aujourd'hui. Et je pense qu'on voit ce contexte-là et qu'on interprète des faits ailleurs que en France sous ce prisme-là, ce que je peux aussi entendre, forcément. Enfin, je peux comprendre qu'on soit aussi influencé par ce qu'on vit et qu'on n'a pas l'empathie suffisante pour ça. Moi, ce que je pense aussi, c'est, comme tu l'as dit, c'est que comment moi je réagis en tant que personne devant cette situation. Et il y a le fait que là, c'est pas une personne qui réagit, c'est une institution. Et une institution, elle réagit pas comme une personne, un individu. Elle le fait, et comme tu l'as dit, en appliquant un règlement. Et le règlement, il est assez clair sur le sujet. Et à titre personnel, je n'aurais jamais voulu avoir à prendre une telle décision, parce que c'est une décision qui est hyper compliquée. En tant qu'institution, je ne vois pas ce que le Spiel pouvait faire d'autre, en réalité. Alors après, est-ce que la sanction, elle est disproportionnée ou pas ? Ça peut se discuter. Est-ce que un bannissement à vie, c'est pas disproportionné ? Je me rends pas compte. Est-ce que c'est vraiment à vie ? C'est pas non plus, il y a pas de sanction disciplinaire qui est appliquée ou une amende. Donc aussi, est-ce que ce sera vraiment appliqué ? Tu vois, et voilà. après, c'est ce qu'on annonce, un bannissement à vie. De nouveau. Voilà. Alors, là encore, je peux pas me prononcer. Je ne suis pas dans les discussions qu'il y a eu après. Peut-être, je vais inventer, je vais faire plein de scénarios, mais peut-être qu'on lui a dit, gars, tu connais le règlement, fallait pas le faire. Il leur répond en leur faisant des doigts d'honneur et en les traitant de tous les noms. Et là, à un moment, tu dis, bah, si c'est comme ça, dégage de chez moi. Enfin, j'en sais rien. Ouais, non, mais voilà, exactement. Ou peut-être que dans le règlement d'ordre intérieur, que je n'ai pas lu, est indiqué clairement, toute personne dérogeant à la réglementation sur l'expression de convictions religieuses ou politiques lors de la remise du prix est désormais persona non grata, ne peut plus recevoir un prix ou que sais-je. Voilà, comme tu as des règlements qui disent, si vous avez déjà reçu le prix, vous le recevrez plus jamais dans votre vie. Enfin, je sais pas. Donc, je suis très mal placé pour... Il y a une autre question, moi, que je me suis posée, c'est de savoir, est-ce que Matt Leacock était au courant ? Parce qu'il est quand même co-auteur du jeu. C'est eux deux qui reçoivent le prix. Et l'éditeur aussi, Enfin, est-ce qu'il est au courant de ce qui va se passer ? Enfin, tu vois, il y a aussi la question vis-à-vis de... Il n'est pas juste l'auteur seul. En fait, le jeu, c'est le fruit de leur travail et via leur éditeur. Donc, en fait, tu vois, ça, c'est aussi une question de comment ils se positionnent là-dessus, tu vois. Ce que je trouve paradoxal ici, et qui m'interroge sur le prix, c'est Daybreak qui gagne le prix. Et est-ce que le fait de faire gagner un jeu coopératif avec une forte valeur militante écologiste était un acte militant de la part du Spiel ? Mais oui, eh bien, tout à fait. Parce que ça a été vu comme tel. Et bien, c'est le cas, puisque pour avoir interviewé le président du jury du Spiel, Harald Schraber, il est interviewé dans le podcast, vous pourrez retrouver l'interview, c'est la dernière des interviews, il parle bien de cette dimension politique du jeu de société. Il en parle, tu vois. Et il dit même que d'ailleurs, sur certains choix qui sont faits dans le jeu, sur des solutions, les solutions qui sont proposées, des alternatives, en fait, aux problèmes de réchauffement climatique, etc., il explique que lui, par exemple, n'est pas forcément d'accord avec la position des auteurs dans le jeu, tu vois. Parce que forcément, je pense qu'on a... Oui, mais et c'est ça qui est marrant. C'est pour ça que je l'évoquais, parce que je sais qu'on peut l'entendre sur ton podcast, mais donc, je sais pas si c'est marrant, c'est là que ça devient étrange. Ça devient paradoxal. D'avoir un règlement d'ordre intérieur qui dit pas de positionnement idéologique, au sens large. Mais tu vois, par exemple, clairement, en France, ce que tu peux pas faire, c'est de l'incitation à la haine. Donc la question, en fait, elle est vraiment plus pointue, c'est de savoir est-ce que l'utilisation de ce symbole est une incitation à la haine ou pas. En fait, c'est une vraie réflexion qui se résout pas sur un coin de table en réalité. C'est toute la difficulté parce que vouloir masquer la dimension politique des choses, enfin du jeu et des actions humaines, c'est illusoire. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que le Spiel, il est lui-même, il dit qu'il trouve que le jeu de société doit être politique et doit prendre sa place pour montrer aussi sa maturité et son importance et être autre chose qu'un simple produit, comme tu le disais, mais puisse apporter autre chose. Et en même temps, ça veut forcément dire que les gens qui font ce genre de jeu, les personnes qui font ce genre de jeu, elles ont des convictions et que ces convictions, elles sont amenées à les exprimer. Or, les exprimer, après, il y a des cadres légaux
qui sont beaucoup plus, comme voilà, l'incitation à la haine, etc., qui sont pas juste des règlements intérieurs, où on balaye, si on dit effectivement on interdit tout signe, ben en vrai c'est très limitatif. Dans ce cas-là, on devrait même pas remettre c'est-à-dire que même dans leur discours, ils ne devraient pas avoir de potentiellement propos prosélytes, tu vois, contre le réchauffement climatique, etc. Ça pourrait déjà être interprété. Rien que ce choix-là, il peut être interprété comme une manifestation d'une conviction politique, en fait, ostentatoire. Enfin, je sais pas, et pour les climato-sceptiques, j'en sais rien. Enfin, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi que c'est assez paradoxal, quoi. Ce qu'il faudra voir, c'est comment le jeu est reçu par le public. Est-ce que les gens y jouent? Comment ils y jouent? Est-ce qu'ils y jouent? Le jeu est très bien. Très compliqué, très dur. Hein. Enfin, pas compliqué, facile, mais dur. Ouais. Il n'est pas complexe, mais en fait, c'est un vrai jeu expert. C'est-à-dire que les règles ne sont pas complexes, mais les choix sont compliqués. Et gagner est très difficile. L'avenir du jeu expert, est-ce qu'on a envie d'en parler? Je vais utiliser cette expression que je déteste sur le jeu expert. On va plutôt dire le jeu compliqué. Mais non, justement, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que ce qui est dit, c'est le jeu expert dans la représentation sociale que l'on a aujourd'hui, en 2024, du jeu expert. Et c'est juste un artefact de représentation sociale. Totalement, on est bien d'accord. Parce que, oui, ce qui est probablement en train de disparaître, c'est le jeu qui implique 45 minutes d'explication de règles et 4 heures de partie. Pourquoi? Parce qu'il y en a probablement eu trop récemment, parce que les gens ont changé leurs habitudes de jeu, parce qu'on n'a pas le temps de jouer. Bah oui, joue au TCG, on a dit. Il y a le TCG, mais en même temps, ces jeux s'adressent à qui? À un public qui est quand même déjà un minimum informé ou un minimum joueur. Voilà, ça va être quoi? Ça va être 5%, 10% de la population. Enfin. Ce qui est hyper marrant, c'est que, alors en France, si on regarde les éditeurs français, il y a très peu d'éditeurs français qui sortent ce type de jeu dont on parle, hormis localisation, mais qui en développent quasiment personne. C'est vraiment à la marge. Oui, c'est ça. Donc c'est pas du tout la tendance. Enfin, tu vois, si on regarde le petit monde franco-français de éditeurs et éditeurs, etc., c'est pas du tout ce que les auteurs français y produisent. C'est pas du tout ce que les éditeurs français y développent. Non, mais c'est là que ça devient étrange de dire c'est la fin, enfin c'est la crise du jeu expert. Voilà, d'être surpris, quoi. Je pense que la crise est aussi une crise financière et que se dire je vais acheter un jeu à 75 balles, un jeu à 90, voire 90, ou à 90 balles, voilà. Mais quand certaines personnes me disent c'est la crise du jeu expert, est-ce qu'ils pensent aux jeux de la Cerda ou est-ce qu'ils pensent à tous ces jeux en KS qui au final ne se feront pas parce que les campagnes ne démarrent pas et ce genre de choses? Parce que fondamentalement, est-ce que ce sont des jeux experts? Non, ce sont des jeux de grosses boîtes et tout. Donc de nouveau, ça veut rien dire. Par contre, oui, on l'a déjà évoqué précédemment, il y a le TCG, il y a le fait que pour un panier moyen, probablement légèrement en régression, ça je suis pas certain, les ludicaires devront nous le dire, mais j'imagine que des joueurs qui disent « Ok, j'ai 50 balles », ils vont préférer acheter un jeu à 40 balles et un deuxième jeu à 10 balles. Plutôt qu'un seul jeu à 50 balles. Plutôt qu'un seul jeu à 50. Ils vont préférer acheter 3 jeux soldés à 10 balles. Enfin, ce genre de choses. Et oui. Oui, et après, je pense aussi que le fait qu'à un moment, il y ait eu qu'on ait privilégié la complexité des règles au détriment, en assemblant plein de mécaniques différentes, parfois pas très bien, qui camouflent, et une complexité qui camoufle le fait qu'en réalité le jeu est assez pauvre, parce qu'en fait comme t'es tellement contraint que de toute façon t'as pas tellement de choix, au lieu de privilégier plutôt des jeux plus épurés mais avec de la vraie complexité de décision, en fait je pense aussi que c'est une erreur, parce que pour peu que tu t'intéresses au jeu, etc., il y a un moment, ça t'est insupportable, cette accumulation de règles, c'est cette complexité qui est artificielle, en fait. On te vend comme Brise Neurone un jeu dont tout le côté Brise Neurone est totalement artificiel et ne provient absolument pas de la mécanique, mais provient de l'accumulation de choses. Mmh. Et, typiquement, moi qui aime bien les jeux
de gestion. Je veux dire jeu de gestion de façon un peu globale. J'ai pas du tout. Si tu me proposes de jouer à Agricola ou je ne sais pas quel autre jeu avec 15 milliards de couches de règles, je préfère jouer à Agricola parce que pour le coup, de la complexité des choix, je l'ai toujours. Chaque partie est compliquée à faire. Et de vraiment jouer, de bien jouer au jeu, c'est compliqué. L'expertise, en vrai, elle devrait être là. Elle devrait être de savoir bien jouer au jeu. Pas de juste s'enfiler des règles, des paquets de règles, des couches et des couches de règles, comme si on te gavait comme une oie, en fait. Et là, il y a un vrai sujet. Je pense aussi qu'il y a un moment, on s'est perdu dans la surenchère, quoi. Pour se dire, on est plus intelligent que les autres, on en fait plus. Et puis les joueurs et joueuses, souvent les joueurs qui vont jouer à ces jeux-là, ils seront bien contents parce qu'il y a 35 pages de règles et puis 40 pages de règles et 2 heures de mise en place et 4 heures. Enfin, tu te dis, c'est fou, quoi. Enfin, il y a un peu un concours comme ça, tu vois, une surenchère, je trouve, qui est pénible. Pour moi, de nouveau, toute une question de définition de termes, qui est toujours un problème dans le monde du jeu, c'est cette notion d'expert qui est prise en fonction des époques de façon différente et qui va se focaliser sur soit la façon de jouer, soit sur les règles, soit sur le matériel, soit sur ceci, soit sur cela. Je regarde toujours les résultats du Diamant d'Or, ça m'intéresse, et ils ne se définissent pas justement. On les définit comme le prix pour les jeux experts, mais eux-mêmes disent non, attention, c'est les Eurogames. Et donc, c'est bien là, et donc là-dedans, il n'y a pas la Familia, il n'y a pas Hégémonie et autres, parce que c'est pas de l'Eurogame. Et donc, on en arrive à une sorte de définition. Chez nous, dans l'espace francophone, j'ai pas l'impression que ce soit comme ça dans le reste du monde, où expert égale jeu de gestion, avec de la pose d'ouvrier, et un corpus de règles important et une longueur de règles importante. C'est un peu, jeu expert, c'est un peu le jeu à l'allemande qui aurait été vraiment poussé à l'extrême. Et il y a eu un glissement, quoi. Oui, mais c'est-à-dire qu'on prend le jeu comme un jeu, non pas pour une activité ludique experte, mais parce qu'on a une pratique d'expert du jeu. C'est que, ayant un background ludique important, je peux accéder à ce jeu-là. Parce que fondamentalement, Calius, c'est un jeu expert dans les prises de décision, dans la pratique ludique. Mais au moment où il sort, à aucun moment on va nous le vendre. À l'époque, personne ne disait « Ah, c'est les gars, c'est un jeu expert ». Non. Même moi, on me l'avait vendu comme un jeu plus facile que Diplomatie, Fief et Civilisation, jeu auquel je jouais précédemment. Voilà. Et on voit l'évolution de cette conception-là, par exemple, avec un jeu comme Chinatown. Quand il sort fin des années 90, c'est pour les joueurs experts. C'est vraiment un jeu, c'est moche, c'est des pions dégueux, c'est de la lutte d'influence, ça tchatche et tout. Et donc, c'est un jeu pour des gens qui ont déjà une pratique et un historique expert du jeu. Puis quand il ressort en français, ça devient une sorte de jeu initié. Et maintenant, sous son nom, je sais plus, Waterfall Park, c'est un jeu famille. Voilà. Et donc, tout ce modèle-là n'a aucun sens. Donc, la crise du jeu expert, non. Je vais te donner un exemple. Prends Ghost Stories. Ouais. Wow. Franchement, ça, c'est un jeu expert. Si on commence à aller par cela, parce que avant de gagner, et jamais personne ne le classerait comme un jeu expert, tu vois. Aujourd'hui. Donc c'est bien, oui, aujourd'hui, mais ce qui veut bien dire qu'il y a eu un glissement des termes et une appropriation de l'idée d'expertise à un seul type de jeu. Et c'est vraiment problématique parce qu'en plus, ces jeux-là, du coup, ça les a mis dans une surenchère, en fait, pour moi. J'ai l'impression, et c'est une sorte de feeling que j'ai déjà évoqué par ailleurs, c'est un héritage de la dictature trick-track. À un moment où le monde du jeu, les joueurs commencent à se structurer derrière un média unique qui fait un bien fou à la communauté, qui montre que non, t'es pas un taré de geek seul dans ton coin, mais que on est des millions et que le monde nous a ouvert. Et de facto, sur les forums trick-track où ça partait dans tous les sens, je pense que on a commencé à installer ces systèmes de gradation, de représentation mentale qui sont celles d'aujourd'hui, mais qui sont aussi en train de changer. Et je pense que derrière l'expression « c'est la fin du jeu expert », se cache cette transition de nouveau d'un monde qui évolue, et aussi peut-être un autre phénomène qu'on va évoquer, qui est un phénomène de lassitude.
Parce que si tu regardes, il y a le temps court et le temps long, enfin, ou le temps semi-long. Tes jeux experts, on s'est pris une claque avec Ark Nova. C'est il y a pas 20 ans, hein. Bah non, c'est ça qui est fou. Dune, quelle que soit sa version, on se prend une claque, on continue à y jouer. Mais est-ce que tu le classes dans le jeu expert? Dans la pratique, moi je vois que tous les joueurs de Dune autour de moi, c'est des joueurs d'Agricola à la base, hein. Est-ce que Dune est un jeu expert au sens de Eurogame complexe, plein de règles, machin? Probablement pas. Et de nouveau, c'est là-dessus que se retrouvent ces définitions. La Familia, ça aussi été une claque. Ben voilà, Hégémonie, ça aussi été une claque. Donc, il y a du renouvellement. Il y a des trucs. Mais il y a des jeux aussi, il y a des catégories de jeux aussi auxquelles on pense pas. Mais par exemple, certains, les jeux de pli, bien jouer à Ben du jeu évidemment. de pli, je peux te dire que c'est de l'expertise, hein. Ah ben oui. Bien jouer à des jeux de déduction sociale, ou de négociation, c'est de la vraie expertise en vrai. Mais même C'est plus dur. avant de rentrer dans la notion de bien jouer, il y a toute une série de jeux de pli où on ne se rend pas compte, mais il faut tout un background d'une pratique experte préalable pour pouvoir comprendre l'intérêt ou la façon de jouer au jeu. Donc oui, mais par contre, qui est crise sur le prix, le temps de jeu, la taille des boîtes aussi. C'est pas pour rien qu'on voit le succès de jeux comme Château Blanc, enfin des jeux plus ramassés, Ouais. parce que les murs sont pas extensibles. Bah, tu vois, par exemple, sur le temps de jeu, parce que c'est vrai que le temps de jeu, c'est souvent un élément, mais par exemple, si tu prends les jeux d'enquête, t'es dans un temps de jeu équivalent. Les jeux d'enquête, en général, c'est 2h30, 3h, un jeu d'enquête. Alors, il y a le temps de jeu et le temps de jeu ressenti. C'est-à-dire que faire une partie qui dure 4 heures d'un jeu où en permanence tu es sollicité, ou faire une partie qui dure 4 heures et où tu as eu 5 moments clés qui ont été vraiment des tours extra, c'est pas du tout le même ressenti et la même façon de percevoir le temps, ou l'idée de se dire « Ok, je vais m'investir dans le jeu ». Parce que certaines personnes disent « Ah, 2h30 de jeu, je suis pas prêt à le faire ». Mais tu leur donnes un petit jeu et ils vont aligner 6 parties. Et ils vont arriver à 2h30. Mais chaque fois, tes rendus et tes vécus et tes moments forts sont beaucoup plus présents que se dire, ben voilà, il va falloir construire un moteur ou que sais-je. On parle au sujet d'après, ça c'est ton sujet. Ah, C'est le burn-out des influenceurs, influenceuses. oui. Est-ce que toi, tu te sens... Alors, toi, t'es pas influenceur, donc t'es pas en burn-out. Bah, je suis journaliste, donc je suis tout aussi en burn-out. Non, alors, mais du coup, pas pour la même raison. Oui, pas du tout pour la même raison. Bon, le burn-out ludique, c'est-à-dire trop de jeux qui sortent, on peut pas tout couvrir, on peut pas tout faire, on peut plus suivre, le rythme effréné, publier des vidéos tous les jours. Alors là, Est-ce que c'est ça? Ça, je le dirais pas comme du burn-out. Non, pour moi, le burn-out, ce serait plutôt dans une sorte d'acceptation du sens premier, qui est je ne vois plus le sens de ce que je fais. Je ne vois plus le sens de ce que je fais parce que je fais toujours la même chose, les jeux se ressemblent, il y a plus l'enthousiasme, il y a plus ça devient un peu une corvée de devoir le faire. C'est plus dans ce sens-là, mais qui rejoint tout ce qu'on a dit précédemment, à savoir que le monde change parce que mine de rien, beaucoup de ces influenceurs, influenceuses sont nés avec le Covid. Et donc là, on est dans cette période critique qui est Covid plus X années. Donc tu disais voilà que ça c'est vécu comme une contrainte, mais est-ce que c'est pas alors Non, j'ai pas dit contrainte. J'ai pas dit contrainte. Justement, je le vois pas comme une contrainte, je le vois comme une perte de sens, une perte de plaisir. perte de plaisir liée au fait que tout se ressemble? Alors, est-ce que tout se ressemble vraiment? Je ne sais pas. Tout se ressemble vraiment. Si tu lis tous les thrillers qui sortent dans le mois, oui, ils vont tous se ressembler. Je veux dire, Clairement, comme il y a des tendances, Voilà. il y a de fait beaucoup de sorties de jeux qui vont réutiliser un truc. Par exemple, on a eu à un moment plein de jeux de tableau building avec des scorings différents. En fait, il y a dont les 3/4 étaient quasi interchangeables. On a des phases on a plein de roll and write, on a eu une phase, on a plein de ci, plein de ça. Donc ça, on peut pas le nier qu'il y a un moment, on a cette impression que les mêmes types de jeux sortent à un moment tous ensemble.
je sais pas si c'est vraiment vrai ou si c'est l'impression, parce que comme il y a un grand nombre de sorties, bah, de toute façon, plus tu augmentes le volume, plus il y a des chances que tu retombes sur des choses communes. Voilà. Moi, je pense que c'est pas tellement ça. Je pense que c'est vraiment le fait qu'il y ait quand même une qualité moyenne, pour ne pas dire médiocre, de beaucoup de sorties, en fait. Et ça, c'est vrai. De jeux dont tu te dis, c'est pas mal. Mais si on te demande vraiment, bah, en fait, c'est bof. Et bah, c'est bof, c'est pas très enthousiasmant. Tu vois? Et que t'alignes un peu les sorties de jeux en te disant, OK, bon, ouais, pourquoi pas? Mais en fait, tu n'y rejoueras jamais. T'as pas ces moments. Je trouve que c'est effectivement, si tu regardes tous les jeux de sortie, t'as pas des moments d'extase, t'en as pas tant que ça, quoi. T'as pas tant de moments d'extase que ça parce que tu n'as pas une consommation normale du produit jeu. Et n'ayant pas cette consommation normale-là, tu n'arrives pas à te projeter dans ce jeu qui est peut-être juste bof, mais qui, mis dans les mains de gens qui n'ont jamais eu de roll and write, de flip and truc, de split your choose ou autre, vont trouver ça original, fun, machin. C'est OK, mais enfin là c'est un problème. Alors là, c'est là où on sera. Je pense qu'on ne sera pas d'accord. C'est que tout dépend de comment les personnes en question elles ont accès. Mais si on considère qu'on est dans de la transmission, mieux vaut faire jouer à ces personnes le jeu qui est vraiment très bien dans une catégorie, plutôt que de se dire, bah, de toute façon, ça lui conviendra parce qu'elle connaît rien d'autre. C'est un peu comme si tu disais, j'ai jamais mangé au restaurant. Bon, bah, laissons-la aller chez McDo, alors qu'on peut déjà l'emmener dans un bon restaurant, tu vois. C'est un peu moi, c'est mon propos. D'accord. Si on est dans l'idée de dire, je fais découvrir le jeu. Ok, mais alors à ce moment-là, tu ne fais quasiment que des vidéos de type archéo-jeu. Il faudrait qu'il y ait une plus grande variété des contenus, en réalité. Le problème, il est là. C'est comme souvent. Et c'est un questionnement qui est pour l'instant. Donc, il y a récemment eu sur YouTube, je pense, Martin d'un monde de jeux se pose souvent la question. Il y a eu des vidéos de Punchboard, le média, autres, qui s'interrogent. Plus ou moins intéressant, plus ou moins bien, plus ou moins construit. Enfin, ce genre de choses. Je pense que Simon Dupastan se pose des questions. Ici ou là, on les entend. Aussi ces questions de comment faire vivre la communication et la passion autour du jeu. Parce qu'au final, les modèles que l'on voit et qui sont probablement privilégiés par les algorithmes sont toujours les mêmes. Et donc, dans ce contexte-là, normal que la lassitude s'installe, oui, probablement. Ou est-ce aussi une lassitude de marché parce qu'on est dans cette période où maintenant, plus aucun influenceur ou influenceuse ou journaliste, que sais-je, ou même développeur de jeux ne peut jouer à tout ce qui sort. Mais c'est même peut-être pas souhaitable, en fait. Hein. Je ne sais pas. Il fut un temps où c'était possible, où des ludicaires avaient effectivement testé toutes les sorties et pouvaient avoir un avis comparé entre tous les produits. Moi, aujourd'hui, c'est pas possible. Ou le test va se limiter à une demi-partie sur un coin de table. Ouais, après, moi, je suis persuadée que le gros souci, c'est que comme tout le monde fait à peu près les mêmes contenus, bah c'est pareil, hein, il y a un effet de surenchère et donc tu finis par t'épuiser, quoi. Et pas trouver de lassitude parce que comme tous les contenus se ressemblent, en fait, t'as pas forcément plus l'impression que tes contenus vont être peut-être plus suivis ou que ça, donc c'est beaucoup de temps pour pas grand-chose et que finalement t'as pas éprouvé de plaisir à faire ce que tu faisais, alors que parce que aussi je pense qu'il faut faire les choses qu'on a vraiment envie de faire. Faut pas penser en termes de retombées. Si tu fais que ce qui te plaît et que tu te forces pas à rentrer dans cette lassitude, il y a pas de souci. La question derrière, elle est si tu veux en vivre. Mais là, on n'est plus dans la même problématique. On est dans un problématique où si tu veux en vivre, ça devient du travail. Si ça devient du travail, ce sera de la contrainte. Ça, c'est impossible de faire autrement. D'une certaine façon, je vais te contredire, puisque tu es bien la première quand on discute en off de jeu. Ça, c'est de la merde, ça, c'est nul, ça va pas, ça, c'est... Donc, on sent cette lassitude s'installer. Parce que... Mais c'est pas de la lassitude. Alors non, je suis pas du tout... Non, c'est pas de la lassitude. Au contraire, moi, je dis toujours... Moi, j'adore jouer à des jeux mauvais, hein. Déjà parce que j'aime bien râler et me plaindre, donc ça me fait toujours plaisir d'avoir une bonne raison de le faire. C'est pas de la lassitude, c'est plutôt de l'énervement. En me disant, comment on peut éditer une merde pareille en 2024 avec tout le bagage ludique, la culture ludique on a pu accumuler. Comment c'est possible d'arriver à faire des trucs aussi nuls? Mais c'est pas de la lassitude, j'ai pas de lassitude à jouer. De l'énervement, de la colère... du plaisir de râler, mais c'est pas de la lassitude. Je me sens pas. Moi, du plaisir. Je me sens pas, contrairement à ce que les gens pensent, je ne suis pas blasée du tout, et j'ai plaisir à jouer à des mauvais jeux. Sachez-le. Et je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, en vrai, je pense que c'est très important de jouer à des mauvais jeux. Oui, mais je pense qu'il est très important de rejouer à des mauvais jeux.
Non, et c'est parce que le jeu est un système, enfin, on a déjà eu cette discussion-là, et que ça dépend de ton contexte, de la table, de machin, de ceci, de cela. Et je pense que ça aussi participe d'une forme de lassitude, c'est que très souvent un jeu est joué une fois, et comme il n'est pas rejoué, ou pas rejoué dans un contexte différent, donc avec d'autres personnes et autres, ça crée le règne du OK game, du ouais, OK, ouais, j'ai fait ça, puis next. Donc t'as cette course en avant qui se colle à la production, et t'as cette course en avant je produis du contenu, mais voilà, c'est une sorte d'usure avec le temps. Enfin, c'est pas pour rien que certains influenceurs ont arrêté ou ont arrêté puis recommencé pour peut-être changer de format ou simplement faire une pause salutaire pour reprendre un peu d'énergie, enfin ce genre de choses. Mais je pense que ça va de pair aussi avec l'évolution du marché, et on le sent, on se pose des questions. Et moi, tu avais des rêves sur les prix. Moi, j'ai des rêves en termes de com, c'est de voir d'autres façons de communiquer, d'autres façons de parler du jeu, qui soient pas gnangnan, débiles, qui soient intéressants, qui créent de la curiosité, qui créent de l'envie. Moi, je pense malgré tout que pour éviter la lassitude, il faut faire ce qu'on aime soi et pas penser en termes de ce qui va plaire aux autres. Et c'est comme ça aussi que tu donnes ton originalité, en fait. Pas en essayant de faire ce qu'on pense qui doit être fait. Parce que je pense que l'erreur, elle est là, en réalité. Exactement comme pour les jeux, hein. Où tu vois, on pense qu'il faut rajouter de l'interaction. On pense qu'il faut rajouter des pouvoirs spéciaux. On pense qu'il faut rajouter des tuiles contrat. Bah en fait, peut-être non, il ne faut pas faire ça parce que c'est pas parce que dans tous les autres jeux, ils ont fait comme ça que faut pas te sentir obligé de le faire. Fais ce que toi, t'as envie de faire, surtout. Si t'es pas dépendant pour en vivre, fais ce que t'as envie de faire. Si tu dois en vivre, bah là, après, t'es obligé de faire des arbitrages, effectivement. Ouais, mais peut-être... Moi, je crains que la dopamine générée par les algorithmes soit trop forte. Que tu fais des trucs que tu aimes faire, et tu vois qu'il y a que 13 personnes qui ont vu, écouté, entendu, lu ou que sais-je, eh bien ça met une sorte de petit coup d'arrêt. Parce que mais pourquoi le faire autrement? Pourquoi faire du média? Pour se faire plaisir à soi. Oui, mais où est ton plaisir? Si ton plaisir est de faire un podcast, c'est pour qu'il soit au moins entendu, voire écouté. C'est sûr. Parce qu'autrement, tu t'enregistres sur un dictaphone et tu te repasses ta voix dans ta salle de bain. Non, parce que t'as pas la même sensation d'avoir accompli quelque chose. Tu as l'accomplissement de l'avoir fait, mais si tu vois que tu proposes un podcast et que personne ne l'écoute, je suis pas en train de parler non plus de la chasse aux audiences, hein. Je dis juste le basique. C'est sûr que ça fait plaisir de savoir que t'es écouté. Maintenant, je pense qu'il faut pas que ça prenne le pas sur le fond de ce que tu fais. En fait, c'est tout. Et ça évite comme ça d'avoir trop de déceptions et d'avoir trop d'attentes. Ouais, le débat est ouvert, mais parce qu'il dépasse le simple monde du jeu. En réalité, la question, c'est une question super psychologique qui est propre à chacun. C'est pourquoi on fait les choses. Enfin, tu vois, on n'a pas du tout tous les mêmes motivations qui produisent du contenu, n'ont pas les mêmes motivations en réalité pour en produire. Et que donc, il faut que tu arrives à le faire coller le mieux ce que tu fais par rapport à tes motivations, en tout cas. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut arrêter de vouloir faire que des trucs qui parlent des nouveautés, tout simplement. Parler autrement, comme tu le dis, de faire plus de variété et de parler autrement, d'autres choses. Tu vois, je pense qu'il y a encore plein d'idées à inventer, en fait. Comme il y a plein de jeux et de mécaniques à inventer, j'en suis sûre, je pense qu'il y a encore plein d'idées de contenu à inventer, quoi. Ça, c'est positif comme message. J'ai presque la larme à l'œil. Ouais. On va parler d'Asmodée et de la restructuration du groupe Embrasseur. Ah ouais, cool. Préparez-vous. Alors, je le dis en disclaimer, pour trouver une information précise sur le sujet, il a fallu vraiment faire des recherches parce que, globalement, tous les messages que j'ai lus, c'est des repompes les uns des autres de communiqués de presse qui sont tellement flous et nébuleux que, après en avoir lu 10, j'avais toujours pas compris ce qu'ils faisaient exactement pour restructurer le groupe Embrasseur.
et que ça me chiffonnait beaucoup, que j'ai râlé auprès de Michel. Je confirme. En me disant oui, c'est vraiment de la merde. J'ai l'impression que les gens écrivent des choses qu'ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire, ou s'ils ont compris, je sais pas, c'est moi qui dois être très très con, ce que possible aussi, hein, voilà. C'est un beau sujet pour terminer. C'est du rêve en barre. Alors, je vais essayer de synthétiser par rapport à ce que j'ai compris, sachant qu'il y a plein d'éléments dont je ne suis pas sûre, parce que pour le coup, là, je n'ai pas trouvé l'info. Ce que je comprends, c'est que le groupe Embrasseur a des grosses difficultés parce qu'ils sont endettés, si j'ai bien tout saisi. J'avais cru comprendre que Asmodée, dans le groupe, s'en sortait pas trop mal, mais je ne suis plus si sûre après ce que j'ai vu. Le groupe, il est composé de 3 sociétés. Donc, il y a il doit y en avoir d'autres, mais qui ne sont pas des sociétés commerciales, hein, opérationnelles. Peut-être qu'ils ont d'autres structures, je sais pas moi, immobilières ou des trucs comme ça. Comme dans tous les groupes, tu as toujours une société équivalent SCI pour détenir les immeubles si tu es propriétaire de tes locaux ou qui s'occupe de la gestion et tout. Il y a Asmodée, il y a Middle Earth quelque chose and Friends, et une autre qui s'appelle Coffee, je ne sais plus quoi. Oui, mais ça, c'est la nouveauté. Alors, je crois que les 3 structures, elles existent déjà. Oui, mais c'est la nouveauté. C'est la restructuration, c'est de splitter Embracer en vraiment 3 entités séparées. Ce sont déjà des entités juridiques séparées. Hein. Attention, elles sont déjà entités juridiques séparées. Ce qu'ils vont faire, c'est juste qu'ils vont changer l'actionnariat. L'actionnariat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit avoir Embracer Holding qui détient les titres des 3 entités dont on vient de parler. Donc, ce sont des filiales. Et si j'ai bien compris, l'actionnariat d'Embracer, il y a plusieurs actionnaires, dont un actionnaire qui a 20% à peu près du capital. Et donc là, ce qu'ils vont faire pour restructurer, il y a une dette. Je n'ai pas compris à quel niveau était la dette. Est-ce qu'ils la repartagent dans le groupe ? Parce qu'en plus, les rapports sont fournis avec des comptes consolidés. Donc, ce n'est pas non plus la compta sociale de Asmodée qui est française, donc qui est soumise à des obligations comptables aussi en compta française. Et Embracer, eux, ils sont suédois, donc ils ont leurs propres obligations locales, comptables. Mais ils ont décidé en gros de payer leurs actionnaires, leur payer un dividende en titre des 3 sociétés en question, ce qui va permettre de garantir que l'actionnariat ne sera pas dilué complètement. Puisque, en gros, si l'actionnaire principal dont on parlait, il avait 20% d'Embracer, en gros, il va récupérer 20% de chacune. Ce qui revient au même, parce que quand j'ai 20% de quelqu'un qui a 100% des autres, ça revient à la même chose. C'est comme si indirectement, j'ai 20% de la filiale détenue à 100%. Donc, ils vont les payer d'abord les actionnaires en dividendes, donc dividendes en nature. Alors, j'étais étonnée parce que s'ils sont en perte, je ne sais pas, j'ai pas bien compris comment ils pouvaient distribuer du dividende, puisqu'on ne peut distribuer du dividende que quand on est en situation bénéficiaire. Ils font une injection de capital à hauteur de 400 millions d'euros, si j'ai bien compris, dans Asmodée. Et ensuite, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font mettre des entreprises, ils vont les coter sur le marché. Donc, ils vont faire un appel de fonds en ouvrant le capital pour avoir des nouveaux investisseurs nouveaux investisseurs qui vont donc acheter des titres. Les titres, ils vont être valorisés et ça va leur permettre d'avoir une grosse levée de fonds pour pouvoir apurer les fameuses dettes et pertes du groupe. Parce qu'en fait, on rappelle que si on a des pertes qui dépassent un certain seuil par rapport à notre capital social, si on ne régularise pas la situation, dans les 2 ans, c'est la liquidation pure et simple d'une société. Ça veut dire qu'en fait, mes pertes sont trop élevées par rapport à mes fonds propres. Donc, les fonds propres, c'est le capital social, les réserves, le report à nouveau, etc. Donc, ça veut dire que c'est ça. Donc, moi, je comprends qu'en fait, c'est ça le schéma. En gros, c'est réinjecter du capital pour assainir un peu la situation et donner confiance dans le marché pour la cotation, verser les titres des filiales à mes propres actionnaires en dividende, donc du dividende en nature, et derrière, cotation sur le marché pour mars 2025. Et Embracer, telle qu'elle existe, va disparaître. Je comprends qu'elle va être absorbée dans Middle Earth quelque chose, quoi. Donc, c'est un démembrement du groupe. En fait, c'est un changement d'actionnariat pur et simple. Mais à la fin, normalement, je pense que les actionnaires principaux d'Embracer actuels resteront, grosso modo, les actionnaires les plus influents des 3 nouvelles sociétés, des 3 autres sociétés, quoi. Est-ce que c'est peu ou prou ce que tu avais compris ? Oui. Voilà, Asmodée se joue à des niveaux qui m'échappent parce que c'est des jeux d'actionnariat et autres. Et les implications réelles... Mais ce que je trouve... un peu, il a fallu que j'aille voir de la presse spécialisée économique pour avoir ces infos. En fait, c'est ça qui est un petit peu dommage. Et en vrai, c'est pas que Asmodée va retrouver son indépendance, parce que comme ça, je l'ai lu 20 fois, quoi. Mais non, mais ça... C'est surtout que j'ai l'impression que c'est surtout une opération de restructuration de dette
avant tout, quoi. Donc on sauve les meubles avant la catastrophe, quoi. Enfin, je sais pas. Je serais très heureuse d'avoir des discussions avec des... Alors, on ne pourra jamais l'avoir, hein, les notes internes qui expliquent l'opération, parce qu'elles existent, mais elles sont bien évidemment totalement confidentielles et tout. Mais ce serait hyper intéressant de voir tout ce qui a été, les effets attendus, en fait, de ça, quoi. Avoir les détails, parce que c'est pas qu'on veut dire c'est bien ou c'est mal, c'est juste pour bien comprendre les schémas, parce que je pense que c'est hyper important, en fait, de comprendre... Alors, je pense que c'est important de comprendre les schémas, peut-être pas à ce point précisément dans l'économie, comme tu viens de l'expliquer. Je pense juste que c'est le télescopage de deux mondes. T'as un monde économique, mais qui se fout de savoir qu'Asmodée est dans le monde du jeu. Voilà, il a la même réflexion sur le savon, les voitures, voilà, et on peut revoir les restructurations du groupe Volkswagen, Audi, machin, en Allemagne, avec le même spectre. Et puis de l'autre côté, t'as le monde du jeu, qui ne sait pas ce qu'est Asmodée. Simplement, c'est un truc et à qui on prête tout et n'importe quoi, parce que là aussi, il y a une forme d'héritage historique de ce qu'est Asmodée. Mais je regardais un peu quelques noms importants chez Asmodée. Thomas Kugler, tu sais qui c'est? Hein? Simon Vivien, Steve Buckmaster, Marjolaine Luberman. On est plus dans le même monde, tu vois. Tu me dis Marc Nunes, Roque José, enfin, j'ai des trucs comme ça, je vois de qui il s'agit, mais voilà. Et pourtant, Thomas Kugler, c'est Chief Executive Officer, par exemple, General Strategy. Simon Vivien, c'est Chief Company Program Officer. Steve Buckmaster, Chief Commercial Officer, EVP, Route to Market. Voilà. Bon, bah, quand il y a Chief, c'est que c'est des hauts placés. Ah oui, mais là, je suis en train de te lire leur organigramme. L'organigramme qui vient d'être présenté, tu vois. Mais voilà, ouais. Donc, tous ces gens, tu ne sais pas qui ils sont. Alors, il y a quelques Français, mais tu as des Américains, des Suédois, des... Moi, c'est ça, moi, ce que j'ai eu du mal à comprendre, c'est que j'avais cru que Asmodée se sentirait bien, en fait, même s'ils avaient des reculs sur les ventes et tout. Mais ça fonctionnait, enfin, l'activité n'était pas... j'avais pas... Oui, mais le gros de l'activité d'Asmodée, c'est pas les ventes. Non plus. Bah non, non, mais quand le chiffre d'affaires global, hein, ouais. Quelle que soit l'activité, la distribution, que ce soit la distribution, en gros, j'avais pas l'impression que eux-mêmes étaient en situation de perte, tu vois, comptable, qui faisait quand même encore du bénéfice. En fait, c'est ce que j'ai du mal à raccorder. Il faudrait que je récupère tu vois, de voir les comptes au 31, les derniers comptes publiés, mais... Moi, j'arrive pas à le raccorder, parce que j'ai l'impression qu'à un moment, qu'Embracer, à un moment, a fait du brassage dans tous les sens. Mais de nouveau, c'est du Paco Rabanne commercial, hein, ce que je dis, mais... Ouais, ou est-ce que aussi, parce que c'est des groupes, donc il y a des facturations intra-groupes, et qu'il y a des moyens de pomper aussi des résultats en facturant des trucs, j'en sais rien, parce que c'est comme ça que ça marche aussi, hein. Quand t'es la holding, tu factures tout un tas de coûts divers et variés pour tout à tes filiales, et ça remonte... Enfin voilà, ce que je me demande, c'est comment ils se sont retrouvés avec tout ce paquet de dettes. J'ai pas tout saisi. Est-ce que c'est... En plus, les communications de Embracer, elles sont en compte, donc en comptabilité IFRS. C'est la norme qui est utilisée pour pouvoir faire en sorte que toutes les entreprises soient comparables les unes aux autres dans le monde entier. Et c'est juste que du coup, les entreprises, elles ont leur jeu de compte en compta local et leur jeu de compte en compta conso. Mais les gens dans le business ne parlent qu'en compte conso, puisque c'est la seule manière de pouvoir comparer les choses, les entreprises, surtout sur les marchés. Donc, et je prends même que quand t'es coté, t'as l'obligation de publier aussi des comptes en version conso pour les investisseurs. Donc enfin, tu vois, et du coup, moi-même, je suis pas du tout assez calé en compta IFRS pour en déduire des choses, quoi. Là, je pense qu'on a perdu plein de gens dans le podcast, hein. On a perdu tout le monde. Non, ce qui est certain dans ce contexte-là, c'est que pour l'instant, il y a une vraie offensive Asmodée, Embracer, Asmodée dans le positionnement sur des marques, sur des IP, que lors de la présentation Asmodée mondiale récemment, tu avais un slide très important qui montrait bien que depuis 2000, acquisition de l'IP Lord of the Ring, et puis ils ont Game of Thrones, ils ont des droits sur Star Wars, ils ont des droits sur Disney, ils ont des droits sur Marvel, sur Harry Potter.
Sur la Paramount, ils ont la même chose d'un accord cadre avec Netflix et maintenant un accord cadre avec Lego. Voilà, tu vois l'orientation. Qui est prise. Ah oui, tu vois l'orientation Stratégique, qui est prise de et développement. voilà, et qui est une vraie orientation de développement. Et tu vois aussi que le gros de la communication est fait sur leur activité de diffusion-distribution. Enfin, là-dessus, c'est assez clair déjà depuis quelques temps. Et oui, effectivement, je pense que de toute façon, aujourd'hui, ils vont plus que développer. Et les attentes, là, ils vont être en première ligne sur le marché, en fait. Là où il y avait quand même leur société mère qui faisait tampon, et c'est plus exactement la même limonade que d'être coté. T'es plus soumis à... T'es en première ligne. Oui, t'es en première ligne, mais... Quand t'es pas coté et que t'as pas d'actionnaire avec un actionnariat très dilué, c'est que t'es quand même vachement peinard. T'as pas les mêmes contraintes, tu vois. Pour avoir travaillé, été dans des boîtes qui étaient, tu vois, boîtes typiquement mutualistes sans actionnariat, c'est super confortable. C'est quoi ton inquiétude ou c'est que je pense que les choix, ils vont pas du tout. Enfin, ça va être des choix. Si on peut dire que ça va être des choix plus que rationnels, quoi. Ça va être des choix qui vont être faits par des financiers et pas par des créateurs, voilà, clairement. Exactement. On est dans une. Si encore c'était le cas, et donc je pense que. Va falloir se préparer au moins à l'accepter, quoi. Que ce soit plus... Mais comme, de nouveau, ligne directrice de tout ce podcast, le monde du jeu change. Et oui, tu vas avoir tu as déjà du loup-garou de Tierce-Lieu, qui est une émission sur Canal+, parce qu'il y a un partenariat avec Canal, un film sur Netflix. Donc, oui. Que tu nous recommandes chaudement. Je recommande chaudement, oui. Et donc tu vois toutes les IP, toutes les images de marque qu'ils ont et qu'ils vont pouvoir défendre. Voilà, enfin ça va bien dans le sens du produit, on va dire. Oui, mais c'est le sens du produit. Tu vas avoir du jeu télé. Alors on en a déjà eu, du jeu Time's Up, mais j'attends le jeu Dixit. On pourra avoir la série télé Azul. Je sais pas. Il y a déjà sur Netflix la série de dessins animés Exploding Kitten. C'est la sphère Asmodée aussi. Enfin, voilà. Et ils vont continuer. Je pense une grosse partie du développement aux États-Unis, puisque en termes de distribution, ils sont 3e là-bas. Ils sont premiers en Europe et 3e aux États-Unis de mémoire. L'objectif, ça va être d'être premier aux États-Unis. Et donc, voilà, on est dans la logique produit. On va voir de plus en plus de produits qui vont mixer leurs points forts, mais ça peut donner des trucs très bons. Duel en terre de milieu, rien à dire, c'est un bon jeu, non? Oui, si t'as jamais joué à Seven Wonders Duel. Il y a plein de gens qui n'ont jamais joué à Seven Wonders Duel. Donc, Duel en terre du milieu est un bon jeu qui occupe l'espace des GSS et compagnie. On a la licence Middle Earth, on a un jeu fort, boum, mais voilà, il va y avoir, je sais plus, encore un jeu de terre du milieu qui va débarquer là en 2025. Un jeu de pli. C'est un jeu de pli, on le sait, on va peut-être avoir un Azul Lego, parce que comme c'est des tuiles, ça va pouvoir le faire. J'en sais rien, voilà, c'est le monde est ouvert. Monkey Palace, ça m'a pas convaincu. C'est déco avec une émission de déco avec Azul. Pourquoi pas? Non, mais maintenant, tout est possible. Et il faut se préparer à ça. Et tu ne dois pas arriver de nouveau. C'est comme pour l'Asdor. C'est un label. Tu ne dois pas arriver en disant « Oh là là, mais mon monde de jeu, je ne comprends pas. C'est un jeu Asmodée, alors que c'était ma maison préférée, ma maison d'édition préférée. Là, je ne comprends pas. Ils font un truc qui s'appelle Tire sur mon doigt, parce qu'il y a aussi une émission de télé qui s'appelle Tire sur mon doigt, et qui est une série télé Tire sur mon doigt. Voilà. Comme tu le dis, toute la dimension boursière va faire que la marge de manœuvre de folie n'est pas disponible. Mais c'est une évolution. Et je pense qu'elle est dans l'ordre des choses, en vrai. Mais ça n'empêchera pas d'avoir des studios qui produiront encore des jeux qui s'adresseront directement aux joueurs. Mais et là aussi, ils le présentent très bien dans leurs différents slides. Tu as 3 populations clairement identifiées et voilà.
Bon, on a fait le tour. Si vous n'avez pas eu envie de vous pendre au moment où on a parlé. Si vous avez tenu jusqu'au bout, félicitations, vous avez gagné un level. Jetez votre dé pour vos nouveaux points de vie. Vous pouvez revenir au max de vos points de vie et de votre santé mentale, c'est bon. Bon, Michel, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Paul Gras. Et puis, on embrasse tous les auditeurs et auditrices. Puis à bientôt pour une autre émission Fandard. On se tapera sur les cuisses. Salut. Ciao, ciao.